Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Loïc Thomas, président du CIFL et également du Forum Labo. Donc, le Forum Labo, vous êtes aujourd'hui présent à la 18e édition de ce salon, donc le salon de la filière du laboratoire. On essaye régulièrement d'innover sur les thèmes des conférences d'inauguration, également sur les activités, sur les stands et au niveau des différents exposants. Aujourd'hui, on a voulu aller encore de l'avant, vous donner une vision de ce que pourrait être le laboratoire de demain. Et quoi de plus facile aujourd'hui que de parler de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, dans les instruments que certains d'entre vous utilisent, il y a des algorithmes, pas encore d'intelligence artificielle, je ne pense pas. Mais j'espère que cette conférence vous ouvrira les yeux sur ce que sera peut-être le laboratoire de demain et quel pourrait être l'avenir. Voilà. Merci beaucoup et je vous laisse à la conférence. Merci beaucoup, merci à vous. Effectivement, on va voir à quoi pourra ressembler le laboratoire de demain, mais peut-être déjà en faisant un détour sur le laboratoire au présent et sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet fort médiatique et en même temps, finalement, on n'est pas si nombreux à pouvoir le comprendre vraiment. Du moins, il y a beaucoup de mythes et de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Donc tout l'objet aussi de cette première introduction, ce sera de faire une petite perspective historique et de placer l'IA sur la scène géopolitique pour que on puisse un peu mieux comprendre les enjeux et les défis de l'IA bien sûr, appliqués aussi sur la question de l'analyse notamment de données sensibles. On parlera beaucoup de données de santé, mais pas que. Alors tout de suite, pour démarrer, je vous demande pourquoi pas d'applaudir, comme ça on va faire un truc un peu interactif. Pierre-Alain Raffan, qui va donc nous faire une petite présentation, je le disais, Pierre-Alain, avec une perspective historique. Vous êtes vice-président de la French Corporate Community, directeur des affaires publiques de Claranet, qui est un hébergeur de données bancaires et santé. Et vous êtes également docteur en sciences de gestion et expert en IA. 3 casquettes pour donc cette petite introduction et cette perspective historique. Pierre-Alain, c'est à vous. J'ai combien de temps au fait? Alors vous avez actuellement 3 heures. Voilà. Excellent, bienvenue. Non, vous avez 10 minutes. 10 minutes, max. 10 minutes, c'est pas mal, on va faire rapide. En tout cas, bienvenue, merci à toutes les équipes qui ont pu organiser la tenue de ce beau forum. J'ai l'honneur de l'introduire, pour le coup, et de vous parler d'intelligence artificielle. Ça a duré donc 10 minutes maximum. Lancez les chronos, on essaiera d'être à l'heure. Il te reste 9, Pierre-Alain. 9, putain c'est chaud, faut que j'accélère. Alors, l'intelligence artificielle, tout le monde en entend parler. C'est un truc qui est pas forcément récent. Première publication scientifique, je vais pas refaire toute l'histoire parce que j'allais être grossier, ça embête tout le monde. A été faite en 1943. Donc en fait, sur les réseaux de neurones. Donc en gros, le concept d'intelligence artificielle a aujourd'hui à peu près l'âge de Joe Biden. Pour vous tenir le sujet, mais elle va un tout petit peu mieux. Mais elle a traversé 2 grandes révolutions. La première, c'est la puissance informatique. Il faut savoir qu'en 75 ans, la puissance informatique a eu un facteur multiplicateur de 1000 milliards de milliards. C'est pas une insulte du capitaine Haddock, hein, mais le Z1, le premier ordinateur qui faisait plusieurs tonnes, l'espèce de gros cube, faisait une opération par seconde. Et là, l'ordinateur le plus puissant de la planète, au moment où on se parle, fait 1000 milliards de milliards d'opérations par seconde. C'est énorme. Il se trouve aux États-Unis, dans la région d'Oak Ridge, il s'appelle Frontiers, et il fait des super calculs, donc ça c'est cool. Mais à savoir qu'à l'époque, juste pour vous donner une petite idée, le logiciel qui a permis d'envoyer des humains sur la Lune pesait 70 kilooctets. Ça tenait sur une disquette. Donc je vois qu'il y en a 2-3 qui ont connu les disquettes dans la salle. On en fait partie, hein, dans tous les cas. Maintenant, 70 kilooctets, ça permet à peine d'envoyer un email. On envoie à peu près 333 milliards de mails par jour, dont 80% servent à rien, mais ça on y reviendra peut-être plus tard, parce que ce sont des spams qu'on ne lit pas. Les aspects écologiques, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Puissance informatique et profusion de données. Des données, depuis l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. On parle aussi beaucoup d'objets connectés. Au moment où on se parle, il y a 80 milliards d'objets connectés en circulation. Selon Gartner, hein, donc c'est à peu près sérieux. Tout est connecté, vous avez des téléphones, des voitures, des vêtements, enfin voilà, des montres un peu partout, des enceintes. Qui a une enceinte connectée d'ailleurs, à peu près? Levez la main si vous pouvez. Faites attention. Débranchez-les ou mettez-les pas dans vos chambres. Dans tous les cas, ces objets, parce que ça enregistre plein de trucs, il y a même une enceinte qui a été convoquée dans un procès aux États-Unis pour savoir ce qui était avoir un enregistrement dans une maison juste avant un meurtre. Donc c'est juste pour vous dire un petit truc, renseignez-vous, on verra.
On va passer de 80 milliards d'objets connectés à 4000 milliards à horizon 2040. Donc les données, il va y en avoir de plus en plus. Et ce qui fait qu'on en stocke beaucoup. AWS, donc c'est un des un des 4 même grands cloud providers, donc qui héberge les données. Il y a Amazon qui fait ça, il y a Google, il y a Microsoft, et donc tu le rappelais, Claranet évidemment, qui se trouve juste derrière, enfin à peu près, dans la course, a stocké en 2021 97 zettabytes de données. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'aurais demandé de me parler français. 97 zettabytes, si vous prenez, vous voyez ce que c'est un disque dur d'un Tera que vous achetez Fnac, Darty, là, tout ça. Vous le remplissez de données, vous en empilez jusqu'en haut de la tour Eiffel et vous multipliez par 18 millions. Ça, c'est un des 3 grands cloud providers. Ce qui fait qu'avec des algorithmes, avec une puissance informatique, avec des milliards de données, eh ben, on a des systèmes maintenant qui nous connaissent mieux parfois que nous. Il suffit d'avoir par exemple 230 likes sur un réseau social comme Facebook. Qui a Facebook? Ou un réseau social? Ou copain d'avant, enfin je sais pas, Snapchat, tout ça. Ouais, d'accord. Mais tu es né en 1963 ou quoi? Non, mais les gens sont tous sur Snapchat là, ou TikTok. Je m'adapte à l'auditoire. Non mais de TikTok. Non, de TikTok, bref. À partir du moment où vous faites 230 likes, l'algorithme vous connaît mieux que votre conjoint ou conjointe. Parce qu'on dit beaucoup plus de choses avec nos comportements, on va zoomer sur des trucs, ils vont tout enregistrer, ils vont suivre l'évolution de nos comportements tout au long de la vie, bref. Tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, quand on reprend sa définition, c'est pas de l'intelligence des lumières, comme nous on est parti sur Infos-Amis. À la base, c'est intelligence, c'est des renseignements. C'est le même I que dans CIA, c'est des renseignements automatisés. Donc ça, c'est vraiment les grandes profusions. Et ce qui fait qu'il y a eu un développement d'une IA descriptive. J'essaie de reconnaître des petits chats à un moment sur des images. Une IA prédictive, j'anticipe les choses avec beaucoup de données. Et des IA génératives. Ça, c'est ce qu'on a découvert il y a quelques années avec les chats GPT, le chat et blablabla et blablabla. Et bientôt, il y aura peut-être quelqu'un nous en parlera, l'agent TIC et l'IA générale, je ne sais pas si on y viendra. Bref, avec toute cette puissance, les pays se sont mis à parier sur des choses. Donc les États-Unis ont beaucoup investi là-dessus. En 10 ans, ils ont investi 248 milliards de dollars, les États-Unis, pour faire de la tech for cash. La Chine, 95 milliards. Et l'Europe, 32. Si j'enlève les UK, maintenant qu'ils ne sont plus dans l'Europe, on a eu peut-être 15 milliards, dont 6 sur la France. Donc je parle de 248 milliards aux États-Unis et 6 sur la France. D'où le niveau de maturité et d'accélération qu'il y a pu avoir au niveau international. Il y a des applications diverses et variées. Il y en a qui font de la thune avec, il y en a qui ont des applications militaires, en Russie par exemple, ou de contrôle informationnel, ou de contrôle de la société en Chine, on l'a vu aussi. Nous, on essaie en Europe de développer, tant bien que mal, ce qu'on appelle l'IA au service de l'humain. Quelque chose qui ne dégrade pas trop et qui sert, en tout cas, à la santé. Donc là, on va peut-être en parler tout à l'heure, avec tous ces investissements. Mais à un moment, il y a eu une sorte de Far West. C'était pas régulé. On reparlera de régulation. Et ce qui fait qu'avec toutes ces puissances, on a des enjeux économiques. Il y a quand même 500 millions de citoyennes et de citoyens en Europe à protéger sur ces sujets. C'est un énorme marché. Il y a des enjeux démocratiques. Il faut savoir que vous prenez... il me reste 5 minutes, c'est ça ce que tu me disais? Un petit peu moins. Un petit peu moins. Enjeux démocratiques. Vous prenez, je sais pas, vous tapez au hasard Donald Trump sur Google, vous avez des milliards de résultats indexés. Les plus tarés d'entre nous, on va aller jusqu'à la page 3 pour se renseigner. Donc on va se forger un avis sur 30 résultats sur plusieurs milliards. Et il y a des scientifiques qui ont démontré qu'en fonction de l'ordonnancement, qui est fait aussi par des IA, il pourrait y avoir, si je vous mets que des articles positifs, que négatifs, ou peut-être 1 sur 2, les intentions de vote peuvent aller de 30 à 70%. Donc c'est énorme. Et ça, il faut qu'on y fasse attention. Enjeu écologique, pour l'instant le numérique, c'est 4% de gaz à effet de serre. Ça pourra aller jusqu'à 30 à 40% si on ne fait pas d'efforts là-dessus, avec les 4000 milliards d'objets connectés. J'en parlais tout à l'heure. Enjeu technologique, cybersécurité, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, on reviendra peut-être en précision là-dessus. À savoir qu'une donnée de santé, par exemple, ça peut se revendre $800 et à peu près 376 fois par jour, de façon légale ou illégale. Donc c'est vraiment des choses à protéger. Et enfin, des enjeux physiologiques. À savoir que ça joue
tous ces algorithmes, ces dark patterns, jouent sur notre comportement. On déverrouille notre portable à peu près 221 fois par jour. Et parfois, on ne sait pas pourquoi. Ça s'appelle de l'addiction. On regarde notre portable en moyenne 4h30 par jour. Ça peut aller beaucoup plus de temps chez les jeunes. À tel point qu'en Corée du Sud, j'ai vu ça, ils ont mis des feux rouges pour piétons au sol. Parce qu'on décolle plus. C'est-à-dire que l'homo sapiens s'est relevé et l'homo numericus, il se rabaisse. Il y a même des voies réservées en Chine. Ne donnez pas cette idée à Anne Hidalgo, on va avoir des problèmes. Bref, c'est pour ça qu'il y a eu un cadre légal assez costaud, notamment dans le milieu de la santé. J'essaie de vous en citer quelques-uns, mais vous êtes soumis à l'hébergement de données de santé, les sujets du cloud au centre, la loi SREN, RGPD, DSA, DMA, Data Act, AI Act, NIS2, EUCS, DORA, Cloud Act, FISA. C'est la surcouche législative qui parfois nous interroge sur notre capacité à faire et à innover. Nous, ce qu'on demande aussi, c'est d'adapter ce cadre-là, et on le fait dans le cadre de la French Tech, parce que sinon, on pourra avoir un retard qui s'accumule vis-à-vis d'autres pays qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Et là, il me reste à peu près 2 minutes. Ouais. Pour vous dire que l'IA, il faut absolument s'en servir. Il faut se former, il faut former tout le monde. On est 70 millions en France, il faut former 70 millions de Français à l'IA. Pourquoi ? Parce que quand on l'utilise bien, ça fait gagner énormément de temps. Vous prenez le cas des vaccins. Le vaccin de la varicelle, entre la création et l'autorisation de mise sur le marché, il a fallu 28 ans. Moderna, moins d'1 an. Bien sûr, il y a un cadre spécial. Bien sûr, il y a des risques à prendre, évidemment, mais quand on a conscience de tout ça, ça fait gagner un temps dingue. Et donc, du coup, le temps, c'est de la vie. J'ai entendu de l'argent. Dans le cadre de la santé, c'est de la vie, mais oui, bien sûr, énormément d'argent. Vous pouvez gagner maintenant, en fonction des phases, ça va réduire de 50 à 90% de temps les phases, et vous pouvez gagner plusieurs milliards d'euros sur des très grands programmes sur ces sujets-là. Pour finir, il faut former tout le monde, parce que tout le monde n'a pas conscience de tout ça. Il faut qu'on fasse attention à la fiabilité, évidemment, des données. Et en conclusion, pendant que ces grands enjeux, je vous ai dit, si vraiment les grandes masses internationales, il y a des enjeux géopolitiques et économiques derrière, j'ai noté ce qui préoccupait les Français. J'ai pris les top trends de Google l'année dernière. Et pendant qu'il y a tout ça qui se passe au niveau international, les Français cherchent quoi ? Ce qui se passe à l'euro. Ils ont cherché qui était Michel Barnier, à quoi servait et pourquoi on fait une dissolution, ça c'est pas con. Est-ce que je peux servir de l'IA pour corriger mes fautes ? Et pourquoi ils ne regardent plus mes stories sur Instagram ? Donc il y a un petit delta entre les top recherches et les grands enjeux. Et nous, notre rôle, et j'espère qu'on va en discuter aujourd'hui, c'est de former tout le monde à ces sujets-là pour pas que ces enjeux nous dépassent. Je vous remercie pour votre attention. À tout de suite pour la table ronde. Merci Pierre-Alain. 10 minutes pile. Et je vous invite à rejoindre votre siège. Et merci d'avoir à peu près respecté le timing. Et surtout pour votre exposé avec de nombreux chiffres. Et puis, on arrive bien à comprendre effectivement dans ce que vient de nous dire Pierre-Alain que l'intelligence artificielle est partout, puisqu'il parlait beaucoup de Google. Là, on est sur l'intelligence artificielle de recommandation, donc de l'IA aller dans beaucoup de nos actions, de nos usages du numérique. Mais on va s'intéresser dans l'heure qui va suivre sur son usage dans les laboratoires, évidemment, puisque nous sommes ici au salon Labo Forum, ici à Paris. Donc je vous présente tout de suite les 4 invités qui complètent et qui forment cette table ronde, avec Frédéric Lavie qui est à côté de moi, qui est directeur scientifique du LEM, un syndicat des acteurs du médicament. Nous avons Vincent Rapp, qui est ici, qui est directeur exécutif de iParis, donc un regroupement d'écoles. Je reste dans le regroupement d'écoles avec Frédéric Pascal, directeur de l'Institut Data-IA, qui est un cluster donc à l'université de Paris-Saclay. Alors cluster, il faut faire attention quand on est dans un laboratoire de santé de parler de cluster, mais là c'est un regroupement d'écoles, c'est un cluster donc positif. Et enfin Charles Roy, qui est expert en data science chez Wessling France, donc qui est un laboratoire d'analyse qui va de pesticides à l'eau, à l'amiante, enfin voilà, protéiforme. On démarre donc tout de suite avec cette première question que j'ai posée à Frédéric Lavie sur, Pierre-Alain nous a parlé justement des forces en présence, les États-Unis, les Chinois, la question de la puissance aussi, les puissances européennes, mais quels sont les atouts de l'écosystème français, Frédéric, notamment dans les données de santé, puisqu'on va quand même beaucoup en parler de ces données-là. Ouais, alors tout à fait. Je pense qu'il y a déjà un engouement certain de l'industrie du médicament pour l'intelligence artificielle, comme toutes les industries, évidemment. C'est un nouveau paradigme. On peut probablement trouver des médicaments plus vite,
les mettre sur le marché. On l'a déjà fait avec le Covid, hein, c'est voilà, des exemples très concrets. On a réussi à prédire l'arrivée de la vague d'épidémie dans les régions européennes et d'ouvrir des centres pour faire les études de vaccins où tout le monde disait mais pourquoi ça va si vite, à se poser beaucoup de questions sur les sphères complotistes. Et en fait, on arrivait à ouvrir les centres un peu en avance sur la vague parce qu'on savait qu'elle allait arriver. Et comme ça, on avait plus de patients qui développaient la maladie ou qui ne la développaient pas avec le vaccin. Et on a pu démontrer plus rapidement l'efficacité d'un vaccin. On a gagné 8 mois pour le développement du vaccin qui a à peu près servi à tout le monde ici. Et donc, on peut voir à quel point, quand tu disais le temps, c'est de l'argent, mais c'est aussi de la vie. Là, pour le coup, c'était vraiment de la vie, quoi, hein, clairement. Donc, il y a quand même, là, il y a eu un impact très sérieux sur l'intelligence artificielle. Donc, oui, les industries des médicaments sont passionnées par ce sujet. Et pour répondre à ta question, en France, ça c'est ma croyance personnelle, mais vraiment je la crois très très fort, on a tous les éléments réunis dans le cadre européen et dans le cadre français pour prendre de l'avance sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Et pourquoi ? Parce que justement, on a une intelligence artificielle au service de l'humain et on a mis toutes les réglementations de notre côté pour être sûr qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Parce que les autres, ils vont peut-être plus vite, mais ça ne sert à rien d'aller super vite dans des domaines aussi sensibles que la santé, parce que le jour où il y a une erreur, ça peut conduire à des catastrophes monstrueuses. Et donc là-dessus, nous, on a tout le réglementaire qui est bien fait en Europe et en particulier en France pour réussir. Et puis après, bien sûr, il faut de l'expertise. L'expertise médicale, elle est reconnue partout. On a d'excellents chercheurs, on a d'excellents médecins, et donc on a d'excellentes personnes qualifiées qui sont capables de collecter des données de santé, tout simplement, mais parce que la qualité des données, c'est aussi important. Et donc, quand on a le bon diagnostic, la bonne évaluation clinique, les bons marqueurs, et qu'on les met tous dans un dossier patient qui est numérisé, évidemment, ça fait des données de super qualité. Tandis que quand le diagnostic est un peu aléatoire, ou on s'est à moitié trompé, c'est évident que les données qui seront utilisées par l'intelligence artificielle, même si l'algorithme est super performant, bah, ça restera des données pourries, quoi. Et donc, l'intelligence artificielle sera mal formée. Donc ça, on les a. On a cette compétence médicale. On a la compétence mathématicienne. On a des super chercheurs qui font des algorithmes. Et ça, je pense que voilà, vous pourrez en parler mieux que moi, mais autour de cette table. Mais c'est clair qu'on a cette compétence-là. On est capable de faire des algorithmes en France et en Europe qui tiennent la route. Et enfin, il y a la volonté politique avec l'investissement qui va derrière. Depuis le forum intelligence artificielle en santé, enfin intelligence artificielle générale, il va y avoir des investissements. Donc on a une volonté, on a un cadre réglementaire. Donc tous les éléments, tous les facteurs sont là pour que la France et l'Europe soient bien placées sur ce défi de l'intelligence artificielle en santé. Voilà, merci Frédéric pour ce message enthousiaste, donc qui rappelle justement les qualités de l'écosystème français avec ce mot clé de la donnée, hein, puisque vous le savez bien, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, très vite il y a le mot donnée qui arrive, car c'est vraiment le moteur, le poumon, c'est essentiel d'arriver à récupérer cette donnée, pouvoir la traiter, vous l'avez dit, est-ce qu'elle soit labellisée, donc une donnée de bonne qualité. Vincent, de quoi finalement on a besoin pour déployer davantage l'intelligence artificielle dans les entreprises? On a compris effectivement que l'écosystème est plus ou moins favorable, et on le savait, hein, qu'en France, on n'est pas les derniers, loin de là, en termes de santé, donc on a de la donnée de qualité. Mais après, comment on fait justement pour la traiter, pour la déployer, pour que les entreprises s'emparent de l'intelligence artificielle? En fait, ce qu'il faut voir, c'est, moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit hein, sur les forces de la France. Faut peut-être prendre un tout petit peu de recul et voir les différentes briques logicielles, fondamentales dont on a besoin quand on veut déployer un système d'IA, quel que soit le secteur et le domaine. Hein. Si on remonte, on a besoin évidemment de puces, de hardware, en fait, d'ordinateurs. Bon, là-dessus, généralement, nous on va acheter des composants, on va pas les produire, ou très rarement. En revanche, il y a un truc qui vient juste après, c'est toute la partie data center. Toute la partie où on va stocker nos données pour ensuite passer des algorithmes dessus, apprendre, etc. Et là-dessus, on a un premier enjeu quand même, un enjeu de souveraineté, tout simplement. Alors, souveraineté, protectionnisme, on appelle ça comme on veut, mais notamment pour les données de santé, où on va être obligé de mettre en place des data centers, des serveurs qui sont protégés, qui respectent beaucoup de normes. Alors, c'est particulièrement vrai pour les données de santé, mais il faut aussi réfléchir à un peu plus large, voir un peu pour les données en général ce qu'on doit faire. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on part, comme tu disais tout à l'heure, sur du GCP, donc Google, du AWS ou du Azure, ou est-ce que on regarde ce qui se passe côté français et européen? C'est une première question.
Et est-ce que la France et l'Europe est capable de fournir des solutions compétitives pour derrière pouvoir déployer des systèmes? La réponse est oui, hein, clairement. Ça ne l'était pas il y a quelques années, ça l'est maintenant et ce le sera encore plus demain. Donc ça, c'est la première brique fondamentale. Et derrière, si on descend dans la chaîne de valeur, on va s'intéresser au software, vraiment à l'algorithme et aux entreprises qui vont déployer des systèmes d'IA. Et là-dessus, il faut clairement le dire, on a une offre qui est ultra pertinente. On a des entreprises comme Mistral, comme H, comme Akemia dans la santé, qui font des choses assez incroyables. Maintenant, le sujet, c'est comment on les aide à avancer. Donc, et en fait, tout est fait côté Google, etc., pour réussir à cranter le plus tôt possible. Parce que quand on va se mettre sur Google Cloud, derrière, ils vont nous fournir de la solution Gemini, etc., et on va finalement signer un contrat avec Google jusqu'au bout. La question qu'il faut se poser quand vous allez déployer des IA, c'est quel logiciel vous voulez utiliser, quel algorithme vous voulez utiliser. Et si vous voulez utiliser Mistral, bah, réfléchissez vraiment bien à reprendre un peu la chaîne de déploiement pour voir quelles briques fondamentales on va mettre en place pour y aller. Et je pense que cette réflexion-là qu'on doit avoir pour finalement déployer des systèmes d'IA en Europe et en France souverains, c'est vraiment réfléchir avec qui on va avancer sur ce sujet-là. Et la deuxième partie, c'est les fonds. Juste pour cette partie, parce que je me mets à la place peut-être des gens qui seront demain sollicités à faire ce choix-là, parce que vous nous dites, on a finalement des solutions qui sont aussi compétitives que les gros, globalement les GAFAM, et pour autant on voit bien que le choix des entreprises françaises ne se tourne pas totalement vers des outils français ou européens, des outils français ou européens. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage? Est-ce que c'est juste un frein psychologique, genre on se dit qu'avec Google ça ira plus vite, ça va marcher parce que ça fait tant d'années qu'ils sont là, et donc on a une forme de confiance en la puissance finalement de la marque? Ou alors il y a une communication qui n'est pas assez forte des outils français, ou alors est-ce qu'ils payent une sorte de discrimination négative, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas avoir les solutions françaises ou européennes? C'est un peu tout ça. L'exemple le plus parlant, c'est Microsoft avec Azure. On a tous la suite Office 360. Donc du coup, c'est super facile pour eux d'être présents et de nous vendre leurs solutions derrière. Maintenant, quand on veut connecter ça à des solutions françaises, c'est possible aussi, donc il faut vraiment se le dire. Maintenant, il y a aussi un effort que nos offreurs de solutions doivent faire pour faire plus de publicité, se mettre en avant, déployer des produits. C'est un truc en France, on n'a pas trop... Parfois, on manque un peu de cette vision produit derrière. On est très très fort sur la partie algorithmique, on est très très fort sur le logiciel et les capacités. Par contre, c'est vrai que quand il s'agit de sortir un produit et de packager quelque chose, on a encore besoin de passer une petite marche. Et je pense qu'en la passant, on arrivera à déployer. Mistral est à fond dessus. Alors bon, il ne s'agit pas de faire de la pub, mais on voit très bien dans leur stratégie qu'ils sont en train de vraiment avoir une réflexion produit. Moi, je pense qu'il faut y aller à fond. Vincent, je crois que vous souhaitiez réagir, et puis Charles peut-être juste après. Ah pardon, Frédéric. À moins qu'on prenne Charles qui voulait peut-être réagir aussi. Et après, Frédéric. Oui, exactement. Donc en fait, ce que vous venez de dire à l'instant est intéressant parce que nous, on a utilisé les deux solutions. On a utilisé GCP et on a utilisé Azure. Donc nous, pour développer un modèle, globalement, notre solution de base, c'était donc Google. On a utilisé Google pour tout ce qu'on utilise, tout l'écosystème de l'entreprise de base. Donc on a un pool package qui est donné, comme vous l'avez expliqué. Donc pour Office, globalement, c'est remplacé par GDocs. On a tous les outils qui sont ici présents. Et le problème des solutions françaises, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est que souvent, ça va répondre à une problématique, mais ça ne va pas répondre à toute la problématique. Si on va sur Google, globalement, on va avoir GDocs qui va remplacer donc... mince, je sais plus le nom. Bon, Excel, on va avoir G-Sheet qui va remplacer Excel, etc., etc. Et par contre, ce que vous avez souligné juste avant, donc avec les solutions qui nous cloisonnent, entre guillemets, c'est un cas que j'ai eu. Avec Google, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention, si on développe un modèle sur Google, on a des solutions all-in-one, donc vraiment on peut récupérer nos données, on peut les traiter directement automatiquement, les nettoyer, parce que c'est une part très importante de nettoyage de données, etc. Et ensuite la solution est directement packagée, préparée et on peut la mettre en place. Le problème, c'est que si on passe par cette solution-là, le jour où on veut passer sur un autre cloud, donc là par exemple Azure, imaginons, et ben, on est cloisonné et on est coincé. Et ça c'est vraiment un cas d'usage que j'ai eu et c'est pour ça que je me suis vraiment... Ça, c'est un KPI de Google quand même. La rétention et la capacité à garder un client et à ce que ce soit compliqué pour eux de bouger derrière, c'est un KPI pour eux quand même. Azure aussi, c'est pareil. Là, en fait, je pense qu'on peut dire ça de toutes les entreprises numériques. On voit très bien avec Apple, par exemple, à partir du moment où on rentre dans l'écosystème, ça devient compliqué justement de développer ce qu'on appelle l'interopérabilité, faire en sorte que les données, on puisse les récupérer pour pouvoir les utiliser et les transférer sur n'importe quel logiciel de notre choix. Évidemment, on est sur une économie de captation
de l'utilisateur, et une fois qu'on est entré dedans, c'est très compliqué d'en sortir, d'où l'importance de bien réfléchir au moment où on met un pied, parce qu'on s'engage, on va y mettre nos données, on va y mettre de l'argent, on va y mettre de l'investissement, donc c'est pas un choix sur lequel on va pouvoir revenir au bout de 3 mois. Frédéric, cette fois-ci, la promesse de vous donner la parole, et après Pierre-Alain rapidement. Non, je voulais rajouter un mot quand même sur l'intelligence artificielle, principalement générative, c'est quand même ce dont on parle de façon sous-jacente quand on parle d'Excel, de Google Doc ou tout ça. C'est juste une brique, c'est-à-dire qu'il faut tout d'abord savoir comment on va l'utiliser, comment on va l'intégrer dans les laboratoires. C'est vraiment le sujet. Et derrière tout ça, le sujet principal, c'est quand même la formation. Que ce soit de la formation initiale, c'est les gens qui vont rentrer sur le marché, qui vont être recrutés dans les laboratoires. Aujourd'hui, il y a quand même un immense consortium entre une quinzaine d'universités françaises, Mistral AI et EdTech. Et donc les étudiants, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que quand ils sont formés sur un outil, ils vont forcément le déployer dans l'entreprise puisqu'ils vont arriver avec cette compétence. C'est ce qu'a fait Google beaucoup. Donc là, il y a peut-être un paradigme qui change. La formation, je pense que c'est quelque chose qui est un point très très fort. Alors, Vincent a mentionné Akemia, c'est quelqu'un qui a fait Central Supélec, comme le patron de Moderna, qui était quand même une start-up avant Covid, toute petite start-up, qui a quand même pas mal cartonné. Donc les grandes écoles en France, les universités produisent quand même des super talents et qui ensuite irriguent la société. La question, c'est peut-être comment on peut les garder en France. C'est un vrai sujet, la souveraineté, je suis parfaitement d'accord, mais il y a un point quand même sur la formation. Et la formation initiale, j'en ai parlé, il y a la formation continue. C'est-à-dire que, oui, l'IA générative, je pense que c'est intéressant, tout le monde n'a pas besoin de savoir comment fonctionnent les transformers, j'imagine. Par contre, tout le monde a besoin de savoir comment on fait pour interagir de façon efficace avec une IA générative. Et vraiment tout le monde. Et donc là, il y a un vrai enjeu de la formation de la population, de toute la population, enfants, adultes compris, c'est-à-dire que bon, la fracture numérique, c'était une chose. Si on fait la même chose avec l'IA, la société va s'écrouler. Alors là, vous avez abordé plusieurs points différents. On va y revenir justement sur la question de la formation tout au long de la vie et la question de la culturation aussi au numérique. On va y revenir parce que c'est des points importants, mais peut-être pour clore justement cette idée de souveraineté, j'imagine, ou sur de produits d'outils avec Pierre-Alain. Oui, exactement. Moi, je suis absolument d'accord avec le constat. De toute façon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les entre guillemets, ce sont les Américains qui ont gagné la première round. On va dire ça. Et encore, il faut savoir que les meilleurs en IA sont des Français qui ont été embauchés aux États-Unis, parce qu'on n'a pas su faire cette rétention de talent. Je reviens sur la partie infra. Il est vrai qu'ils ont investi beaucoup plus, on l'a vu, ils sont beaucoup plus puissants. Maintenant, on voit, par rapport à ce que tu disais sur le fait que ce soit qu'une brique, et ça c'est l'objet de la French Tech Corporate Community, c'est qu'on a réuni, nous, les entreprises françaises, pour qu'elles puissent bosser ensemble. C'est-à-dire que si tout le monde n'a pas chaque brique, ensemble, on peut avoir justement ce qui va pouvoir répondre aux besoins. Et quand on voit la situation géopolitique actuelle, moi j'invite vraiment les entreprises à tester des consortiums européens. Vous avez je parle pour Claranet aujourd'hui, qui est un hébergeur de données de santé, qui est le premier hébergeur de données de santé en France, mais il y a OVH, il y en a plein d'autres, et on arrive à bosser ensemble pour répondre à vos besoins. Parce que, et pour venir, je te disais, je reviens de Washington la semaine dernière, on m'a dit en coulisses qu'il n'était pas impossible que sur une décision, on puisse couper des services de providers américains. Donc je pense que dans le cadre de vos activités, c'est important d'intégrer cette autonomie stratégique pour le développement de vos systèmes d'IA. C'est ce que je voulais dire. Mais en tout cas, nous, on sera là pour vous aider, vous accompagner sur ces sujets. Là, je pense que c'est quand même un point important, parce que là, on est en train de tous vivre quelque chose d'assez, on peut le dire, inquiétant dans ce qui se passe aux États-Unis avec l'arrivée donc d'un technopouvoir quand même très fort avec Elon Musk, qui est quasiment une sorte de deuxième vice-président des États-Unis, de voir qu'il y a des coupes qui sont faites de manière complètement arbitraire. Et là, on comprend mieux que les alliés d'un jour peuvent être potentiellement, non pas jusqu'à dire les ennemis de demain, mais des gens qui ne seront pas forcément là pour nous soutenir et pour nous protéger. Donc on voit bien que dans la question du choix à qui nous confions finalement nos données, il y a un vrai enjeu géopolitique. Sachant que vous l'avez vu, quand on parle de Google ce n'est pas, ou Microsoft, ce n'est pas juste une entreprise. C'est une multinationale qui a fait allégeance à un pouvoir en place et qui travaille de consort main dans la main. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui pourrait peut-être ressembler à de la science-fiction il y a encore 2 ans, et qui aujourd'hui, devant nos yeux, on assiste effectivement à cette dépendance stratégique que l'on confie à des entreprises dont on ne sait pas demain comment elles se dirigeront et comment elles se comporteront. Vous voulez réagir, Frédéric ? Ouais, non, juste un petit mot. Vous avez probablement entendu lors du sommet sur l'action pour l'IA, 109 milliards d'investissements en France, c'est de l'infrastructure. Et donc ça veut dire qu'en France,
il y aura de l'infrastructure absolument considérable. Il y a quand même un avantage, c'est qu'on produit de l'énergie décarbonée, ce qui attire quand même pas mal d'investissements pour construire de l'infrastructure. Donc cette souveraineté, le fait de réfléchir où on laisse nos données, c'est un enjeu qui est absolument considérable, mais qu'il est possible de réaliser en France. Voilà, je pense que c'était bien de le dire. On va revenir à la formation avec vous, Frédéric, dans un instant. Mais peut-être pour qu'on revienne un peu, parce qu'on a parlé de géopolitique, là, sur du cas concret avec Charles, pour voir à quoi ça peut servir, justement, l'intelligence artificielle sur des cas particuliers. Alors, on sait qu'a priori, les promesses, c'est d'augmenter votre puissance de calcul, d'aller plus vite, d'avoir un super assistant. Mais est-ce que vous pouvez donner un exemple concret dans le cadre de votre travail? Comment l'IA vous sert? Oui, bien sûr. Par exemple, en cas concret, on a une IA qu'on a développée, donc en interne, que j'ai développée, qui sert à détecter les fibres d'amiante sur des images d'un microscope à balayage électronique. Donc globalement, je ne sais pas s'il y a les images qui peuvent être affichées actuellement. Et voilà, c'est magique. Donc là, je reviens sur ce que Raphaël a dit tout à l'heure. Donc là, c'est une image de la Lune ici, vous voyez. Non, je plaisante, c'est un matériau qui a été brûlé et broyé, qui est ici présenté. Et là, après, ce que vous allez avoir, la prochaine image, c'est l'IA qui a prédit tout ça. Et comme vous pouvez le voir ici, il va y avoir quelques erreurs. Par exemple, tout là-bas, ici, il doit y avoir un matériau qui a été confondu avec une fibre d'amiante, etc. Et ça, justement, pour revenir au tout début avec la présentation, c'est d'où vient l'importance c'est de là que vient l'importance du traitement des données. C'est-à-dire que là, dans notre cas à nous, la labellisation n'a pas été parfaitement faite et on n'a pas forcément le volume de données adéquat. C'était surtout pour un essai qu'on a fait ça. Et ce que vous voyez là, c'est des résultats prometteurs, mais ce n'est pas encore des bons résultats parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire dessus. L'IA, ce n'est pas magique. L'IA, c'est vraiment quelque chose où vous devez investir du temps, de la main-d'œuvre, de la compétence aussi, c'est très important. Donc on a un opérateur qui lui est spécialisé pour détecter les fibres d'amiante, qui a dû labelliser en fait des images. Donc là, ici, on parle de 1000 images, ce qui est très très peu, pour ensuite obtenir un résultat tel que celui-ci. Le but ici, c'est globalement de leur donner plus de temps pour faire d'autres activités plus tard, de les aider aussi dans la confiance de ce qu'ils vont rendre, et c'est pour aider aussi nos clients en fait à se rendre compte que globalement l'IA ça peut être un assistant. Mais très important, l'IA doit rester un assistant et pas un décisionnaire, parce que si on le laisse décisionnaire, derrière il va faire des erreurs et potentiellement ces erreurs-là vont vous coûter très très cher. Voilà. Après, vous avez la possibilité de faire des IA prédictives. Par exemple, pour vos machines, vous avez beaucoup de données qui sont générées, vous pouvez les récupérer et développer un modèle de machine learning qui va être capable de dire, voilà, attention, d'ici un mois, cette machine-là va tomber en panne. On a deux types d'entraînement. Un entraînement. Ça peut intéresser effectivement. Non, mais c'est un point très intéressant, la question de l'entretien des machines, parce que j'ai parcouru les allées quand même de ce salon et on voit qu'il y a beaucoup de fabricants, il y a beaucoup de machines. Donc l'IA, on a bien compris, c'est de l'analyse de la donnée. Exogène, on va dire, mais c'est aussi de l'entretien de la machine, de pouvoir comprendre, pouvoir sonder le pouls finalement de la santé de la propre machine. Ça, on peut faire beaucoup de choses avec l'IA globalement, mais le truc qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas magique. Il n'y a vraiment rien de magique. Par contre, derrière, vous avez deux types d'entraînement. On appelle l'entraînement on a l'entraînement de type supervisé. Donc là, c'est le cas où vous devez labelliser les différentes données, dire bah voilà, moi j'ai des données, des informations ici. Dis-moi ce que tu recherches comme target. Par exemple, le sentiment sur Twitter, imaginons, enfin sur X maintenant. Est-ce qu'il est positif, négatif, vous labellisez et à la fin vous entraînez un modèle de machine learning qui va être capable de détecter avec une phrase tout simplement un sentiment. Et le modèle non supervisé, c'est-à-dire que vous allez prendre une population et avec cette population vous allez pouvoir essayer d'en tirer quelque chose. L'IA va essayer d'en tirer quelque chose, c'est pas magique. Encore une fois, vous allez pouvoir regarder quels sont les poids qui ont impacté le modèle pour avoir différentes décisions. Et voilà. J'essaie de pas trop vous perdre parce que pour le coup il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà. Non, mais je pense que c'était bien de voir un cas pratique parmi évidemment tant d'autres. Mais le point important que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était celui de la formation, et je pense que ça mériterait qu'on s'y attarde un instant. Frédéric, on se rend compte que c'est un enjeu qui est double, donc arriver à avoir effectivement une formation de qualité pour pouvoir permettre d'avoir des data science comme Charles, parce qu'on sent qu'il y a un besoin. Mais ça a été dit à un moment donné, arriver à se former aussi tout au long de la vie, parce que si j'ai bien compris, c'est pas on apprend à calculer l'alphabet et l'alphabet ne bouge plus ou quasiment. Là, on a quand même des outils qui sont en mutation constante. Donc c'est une formation tout au long de la vie. Ouais, non, et je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit sur l'attraction des talents, la rétention des talents, etc. Et c'est vrai que nous, on a fait une petite enquête au sein des industries du médicament en France. Et il s'avère que on est très habituellement on recrute essentiellement sur des expertises en pharmacologie, en médecine, etc. Et là, maintenant, on s'oriente vraiment sur des expertises en connaissance et en maîtrise des outils d'intelligence artificielle, de data science évidemment, mais ça on le faisait déjà parce qu'on avait déjà des bases de données sur lesquelles il fallait qu'on retrouve des données, mais maintenant en plus il faut plugger là-dessus l'intelligence artificielle, et ça c'est des compétences que pour l'instant nos industries n'ont pas, et nous on envisage à peu près, on a estimé à 3000
le nombre de postes qu'on devrait ouvrir d'ici 2030 et peut-être même avant en France. Juste en France pour ce type de job dans l'industrie pharmaceutique. Donc c'était vraiment pour dire que c'était un sujet super aigu et sur lequel évidemment on est tous très concernés. Alors on va parler justement au cluster d'écoles qui ont forcément encore un mot à dire sur la formation, Frédéric. Oui, la formation, il y a vraiment un sujet de formation tout au long de la vie. L'idée de la table ronde, c'est comme un début de formation, ça a été mentionné, les données, des données de qualité, des données partiellement labellisées. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font, et une formation tout au long de la vie, parce que en fait, l'intelligence artificielle, ça évolue. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a tous entendu parler de prompting. On voit à peu près ce que c'est prompting. Prompting, ça veut dire poser une question à ChatGPT à peu près. Ça, c'est ce qu'on croit. C'est pas exactement ça le prompting. C'est comment guider un système d'IA pour répondre à une tâche précise qui va aider nous dans le travail. Et donc ça, ces formations sur des choses qui évoluent tout le temps, il faut reprendre cette habitude de se former tout le temps, découvrir des nouvelles choses, évoluer dans le travail. Ça, je pense que c'est un enjeu qui est considérable pour les montées en compétences, pour l'intégration. C'est-à-dire qu'on peut intégrer de l'IA, on a de l'IA, même en France, excellente. Maintenant, si on ne s'approprie pas l'IA, c'est impossible de l'intégrer. Moi, je veux dire, on peut donner une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas le permis. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Éventuellement la revendre. Voilà. Vincent. Oui. Non, le sujet de la formation est fondamental. D'ailleurs, l'État le sait. Ils ont tout récemment, il y a eu les IA clusters. Donc, il y a effectivement Data IA. On a aussi iParis labellisé IA cluster. Il y a 360 millions d'euros qui a été mis par l'État sur la table pour massifier la formation en IA en France, avec 9 IA clusters qui ont été labellisés. Donc, c'est évidemment un sujet. C'est un sujet en formation initiale parce qu'il faut que les étudiants maîtrisent les maths et comprendre ce qu'il y a derrière ces algorithmes, que ce soit de l'IA générative ou pas d'ailleurs, vraiment. Surtout pas d'IA générative, plus, peut-être majoritairement d'ailleurs. Mais il faut aussi effectivement de la coloration pour derrière savoir comment les utiliser. Et derrière, au-delà de ça, il y a aussi toute une phase pas de vulgarisation, mais en tout cas d'accompagnement dans l'utilisation des IA. C'est super important. Et là, pour le coup, sur l'IA générative, il y a un vrai enjeu. On voit très bien la puissance des IA génératives, l'accès à l'information. Ça bouleverse complètement l'accès que nous, on peut avoir à l'information. Avant, le principe, c'était de faire une recherche sur Google et de regarder plusieurs résultats et d'essayer de se faire un avis. Là, maintenant, en général, on fait un prompt, on a un résultat. Et derrière, il va falloir faire travailler son esprit critique pour savoir s'il a raison ou pas. Et là, il y a un réel enjeu, en fait. Il y a un enjeu pour les générations de demain, leur faire comprendre que le résultat d'un prompt, c'est pas forcément la bonne réponse. Faut peut-être apprendre à reprompter pour voir s'il a raison ou non. Il va y avoir aussi nécessairement des réponses technologiques à ça. Donc il faut continuer à faire de la recherche, en fait. C'est super important pour que la recherche puisse aider, par exemple, à mettre en avant les biais, donc les biais de représentation, les biais démocratiques dans les IA, réussir à les afficher, parce que même nous, quand on lit Libération ou quand on lit Le Figaro, on sait qu'il y a une coloration qui est donnée. Il faudrait qu'on soit capable de voir la même chose pour le résultat d'un prompt. Et l'autre point qui est particulièrement important, je reviens un tout petit peu en arrière sur la formation, c'est qu'on a un enjeu à former des gens qui maîtrisent l'IA, on a aussi et surtout un enjeu à former des gens qui maîtrisent l'IA plus X, donc l'IA dans un domaine particulier, que ce soit la physique, la chimie, la santé ou n'importe lequel. Et c'est là où en fait on va justement avec les clusters d'écoles qu'on a mis en place, réussir à mettre des écoles un peu cœur mathématiques, sciences ingénieurs avec des écoles un peu plus appliquées, pour réussir à former des étudiants capables de répondre aux enjeux de demain. Juste, je fais une toute petite parenthèse, parce qu'encore une fois, là, c'est un point important qui a été soulevé sur les IA génératives, que vous utilisez sans doute tous. Enfin, qui utilise régulièrement, quotidiennement, une IA générative? Ok. Donc, vous savez donc comment ça fonctionne, hein, c'est des datasets de données. Donc, d'une IA générative à l'autre, vous pouvez avoir des réponses différentes. Sachant que dans la mise en forme du résultat, comme Vincent le disait, on a l'impression que c'est la vérité qui sort, puisqu'on a une réponse comme ça omnisciente, qui vient d'une entité qui en plus demain sera très vite vocalisée, avec une sorte d'anthropomorphisme. Donc on se dira, tiens, c'est machin qui me donne la réalité, c'est machin qui me donne la vérité, il me donne son avis, je le prends argent comptant. Moi je vous conseille un site qui s'appelle Comparia, ça a été lancé d'ailleurs par le ministère de la Culture,
Et Compare IA, ça vous permet de poser donc cette même question, donc ce prompt, et ça va interroger de manière assez aléatoire une quinzaine d'IAG. Et vous allez avoir les réponses qui vont venir s'afficher, puis ensuite vous votez pour la réponse qui vous semble la plus pertinente. Et là s'affiche l'IAG qui a été sollicité. C'est juste un tout petit outil. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser avec vos enfants, hein, qui utilisent beaucoup et aussi ChatGPT pour faire leurs devoirs, par exemple. C'est un outil très intéressant pour comprendre en fait qu'il n'y a pas une vérité mais des vérités, qu'il n'y a pas une intelligence artificielle mais des intelligences artificielles, et de comprendre qu'il faut évidemment exercer son regard critique. Donc la formation, elle est du côté de ceux qui font l'IA, mais elle est aussi du côté de ceux qui la reçoivent, qui l'utilisent, c'est-à-dire nous. Et d'avoir effectivement être beaucoup en éveil sur la manière dont tout cela fonctionne. Charles. D'ailleurs, un exemple concret, c'est si on compare ChatGPT et DeepSeek. DeepSeek qui est chinois, ChatGPT qui est américain, deux réponses sur de la politique, donc américaine et chinoise, seront automatiquement diamétralement opposées. Les Chinois seront les gentils pour DeepSeek et pour les Américains seront les méchants, automatiquement. Enfin, automatiquement, ça dépend bien sûr quel sujet. Et un autre truc qui a été souligné et qui est vraiment très important aussi de le dire, avec les IA génératives, le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les gens deviennent feignants. Vraiment très feignants. C'est-à-dire que souvent, on va se dire, bon, bah, je vais utiliser mon l'IA générative pour me trouver la réponse parce qu'il me l'a trouvée directement. Sauf que l'esprit critique, on le perd petit à petit pour certaines réponses, et au fur et à mesure, en fait, on se retrouve à mettre des choses qui ne devraient pas être présentes, que ce soit dans du code ou ailleurs. Et donc là, par exemple, là, je parlais de code, bah, à la fin, on va se retrouver avec une dette technique. Une dette technique qui va être très lourde à payer, parce que pour le moment, on est en train de coder des choses, des fois, qui sont de plus en plus générées par IA. Le problème, c'est qu'on perd la compétence, et en perdant la compétence, c'est comme un petit peu dans les laboratoires, si on perd la compétence, derrière, plus personne ne pourra utiliser la machine. Alors ça, c'est un point hyper intéressant aussi, hein. Quand on parle d'enjeux et défis, c'est ce qu'on pourrait appeler de la délégation. Donc on fait de la délégation, on fait tout ça, hein. C'est-à-dire qu'on va déléguer je sais pas, La Fourchette, quel est le meilleur restaurant pour nous. On va déléguer une application de rencontre qui on pourrait, éventuellement avec qui on pourrait avoir une aventure et une histoire. On fait de la délégation constante. On connaît sur une économie de la délégation. Sauf que pour un restaurant, on va dire que c'est pas dramatique de se tromper. Mais là, ce que tu évoques, c'est qu'aussi cette délégation-là, c'est de la perte de compétences. C'est-à-dire que si on en vient à déléguer cette compétence à une IAG qu'on comprend pas tout le temps, et là on viendra peut-être à la question de l'explicabilité, il peut y avoir un danger. Donc ça, est-ce que c'est un enjeu, une problématique et une inquiétude que vous partagez ? Je vais répondre rapidement, parce que dans le domaine de la santé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas souffrir, cette perte d'information et cette perte de niveau. Le niveau d'exigence, on n'a pas le droit de se tromper pour un patient, on n'a pas le droit de se tromper de diagnostic, on n'a pas le droit de se tromper de traitement. Et donc effectivement, c'est un vrai souci, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'avantage compétitif que la France et l'Europe peuvent avoir aujourd'hui. C'est parce qu'on a justement mis en place tout le cadre qui fait que normalement, on ne doit pas perdre la valeur et la valeur de la donnée, la valeur de l'intelligence artificielle et comment on l'utilise. Mais c'est vraiment un sujet effectivement hyper sensible et sur lequel on doit être très 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 vigilant. Alors, on souffre, enfin ça a été un peu évoqué tout à l'heure, cet empilage de réglementations et de contraintes un petit peu administratives qui freinent un petit peu l'innovation. Donc ça, on en est conscient et on essaye de le simplifier au maximum. Mais n'empêche qu'il y a un certain nombre de garde-fous sur lesquels il faudra être hyper vigilant, et notamment sur la qualité de la donnée qui est utilisée pour entraîner l'intelligence artificielle. Si on perd un tout petit peu de cette qualité à un moment donné, c'est l'ensemble du système qui va perdre en valeur, parce que les médecins utilisant l'intelligence artificielle vont baisser de niveau petit à petit, et c'est là qu'on sera dans la dégringolade et à la fin les gens ne seront pas bien soignés, quoi. Frédéric ? Oui, je pense que la perte de compétences, c'est un enjeu considérable, et ça revient encore une fois à la formation, ce qu'a dit Vincent, IA plus X ou X plus IA. Qu'est-ce qui est important, c'est les usages. Aujourd'hui, dans des grandes universités, grandes écoles, un étudiant sur deux demande l'heure qu'il est à ChatGPT. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est hallucinant. C'est-à-dire, il demande quelle heure il est pour avoir plus des de montre. secondes. Non, mais ils ont un téléphone. C'est-à-dire, c'est un non-sens. C'est-à-dire, il faut comprendre l'usage. Ce qui a été dit sur l'utilisation du téléphone par les enfants, par tout le monde d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a une transformation, et donc les compétences qui sont acquises sont plus du tout les mêmes, puisque délégation. Donc la formation, de ce point de vue-là, est absolument essentielle, puisque ça va être l'usage qui va être important. Définir l'intelligence artificielle, on peut tous s'amuser à faire ça. Ce qui est important, c'est à quoi peut servir l'intelligence artificielle et comment bien l'utiliser. Ça, c'est un enjeu pour ne pas perdre en compétences. Pierre-Alain ? Deux sujets, d'ailleurs tu m'en as évoqué un, mais je vais commencer par la fin. On parlait des aspects écologiques. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, et ça c'est l'université de Shanghai qui l'a démontré, on n'aurait pas assez d'électricité sur la planète si on faisait autant de requêtes sur ChatGPT ou IA générative que sur Google par jour. Pour vous montrer la puissance de ce sujet. D'où la bêtise de demander l'heure à ChatGPT.
Et justement, sur cet exemple-là, ça m'a rappelé un exemple de Luc Julia. C'est un Français qui a créé Siri. On dit que les Français, ils étaient très bons sur ces sujets-là. Il me disait, en fait, à chaque fois que tu fais une requête ChatGPT, c'est comme si tu renversais une bouteille d'eau par terre pour refroidir le serveur. Hein. Donc, quand on fait une requête sur ChatGPT et que c'est très utile pour la vie, pour la santé, pour les humains, pour l'écologie, à la limite, pourquoi pas, c'est cool. Ceux qui font ça, là, ceux qui demandent l'heure, sont des criminels, il faut les choper. Hein. Donc, non, mais dites-le, c'est très important d'avoir ce sujet-là. Je reviens sur le sujet de la compétence. Il y a forcément un sujet sur l'employabilité, pas sur l'emploi en tant que tel, l'emploi il y en aura toujours. Par contre, il faut qu'on travaille la complémentarité justement entre l'IA et les humains pour être beaucoup plus performants, en étant plus sobre. Hein, parce que l'OCDE a démontré, il y a 2 ans maintenant, qu'une compétence technique, notamment dans les métiers, donc c'était plus sur les métiers du numérique, hein, mais ça va se développer, dans les années 70-80, elle pouvait durer 30 ans, maintenant elle dure 2 ans. Tellement ça accélère. Moi j'ai appris, on en parlait tout à l'heure, j'ai appris à coder des sites internet, autant de copains d'avant là, de A à Z, où il fallait mettre le CSS, les couleurs, tous les liens à la main et compagnie. Maintenant je servirais absolument à rien, vu qu'avec un prompt on peut faire un site internet. Donc il faut former, sensibiliser déjà tout le monde, et avec cette formation absolument continue, intégrant des outils et des usages précis des intelligences artificielles. Et c'est bien ce que tu dis justement, parce que tu vois, à l'heure actuelle, les développeurs n'avaient pas très peur de l'IA. C'était pas un sujet. Et là, à l'heure actuelle, depuis que ChatGPT est sorti, au début on s'est rendu compte qu'on pouvait coder 2 petits trucs, 3 petits trucs. Puis au fur et à mesure on est passé à des pages, plusieurs pages. Et aujourd'hui on peut coder une application complète. Le truc c'est que, comme je disais par rapport à la compétence, si on la perd, si on la conserve pas, on se retrouve très vite dans une situation où on ne maîtrise plus notre application. Il y a quelqu'un qui un jour s'est amusé à développer une application complète avec un logiciel donc, pour faire ça. Et il l'a déployé, il l'a tweeté, et il était content, et il disait « Ah regarde, j'ai développé toute une application, les développeurs c'est terminé ». Il n'a pas la compétence. 2 jours après, son application, les gens s'amusaient à récupérer son API. Donc une API, c'est quelque chose qui est utilisé pour faire des requêtes. Donc dire, voilà, moi, s'il te plaît, je t'envoie ça, donne-moi ça s'il te plaît. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc la personne était en train de se faire facturer à donf sur son application. L'application c'était une passoire au niveau sécurité. En 2 jours, terminé. Plus d'application. Parce que forcément, comme tu n'as pas la compétence, derrière, c'est bien. Tu as réussi à faire une application, la faire fonctionner, tu es fier. Mais en réalité, tu n'es pas maître de ce que tu fais. Et ça vient très vite être problématique. Alors là, j'aimerais quand même, vous allez me dire qui va répondre à ça, j'aimerais soulever peut-être une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on est là en train de se dire l'IA, faut accélérer, machin, il faut en mettre les milliards, il faut rattraper les États-Unis, on a tout le savoir-faire, etc. Après on nous dit attention, l'IA, faut pas trop l'utiliser parce que tu refroidis 3 verres d'eau pour demander un. Après on nous dit ouais, mais c'est super l'IA, mais après on va perdre toutes nos connaissances et finalement le savoir-faire qu'on avait au départ, on va complètement le perdre. Et comme aujourd'hui on n'est pas foutu de remémoriser un numéro de téléphone par exemple sur son carnet d'adresse, on se dit qu'on va perdre notre compétence. Donc il me semble, qu'il y a quand même une petite injonction, vous n'êtes pas les seuls à l'incarner, c'est le discours ambiant, où on nous dit accélérons, il faut accélérer, et en même temps pas n'importe comment, mais écologiquement c'est un désastre, et la délégation est un problème. Donc, comment on résout cette équation ? Déjà, un premier point, je pense que la connaissance, Mistral ou DeepSeek, c'est pas la même chose que ChatGPT comme IA. C'est une IA qui utilise des mélanges de petits modèles, donc des modèles spécifiques, très précis, sur des tâches. Et donc ça va coûter beaucoup moins cher au niveau écologique. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que tout ne se compare pas. Construire un petit modèle, ça coûte pas cher. Ça peut être très très bon. Par contre, c'est pour une tâche précise. Si notre but, c'est de traduire du français vers l'anglais ou réciproquement, on va pas utiliser ChatGPT, quoi. On va pas utiliser Mistral. C'est pas adapté. On va prendre des petits modèles qui sont dédiés à faire ça. Et ça, on va se rapprocher sur des coûts beaucoup plus faibles. Vincent. Ouais, en fait, ce qui se passe, je pense, c'est que qu'on le veuille ou non, l'IA générative telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une petite révolution. Ça change complètement notre façon de faire. Ça nous disrupte en fait. On est un peu encore en train de voir comment intégrer cette technologie. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une promesse de gains en temps, de gains en argent, de retour sur investissement qui est phénoménale. Donc du coup, on est obligé de prendre le virage. Si on ne le prend pas, il va se passer la même chose qu'il y a quelques années avec la digitalisation. On va passer à côté et on va perdre en compétitivité. Et d'ailleurs, on a un problème en France actuellement aussi sur le passage à l'IA parce qu'on a eu un problème de digitalisation il y a quelques années. Donc il y a un sujet là-dessus. Mais bon, bref. Donc on est obligé de suivre le mouvement. Malgré tout, notamment en France et en Europe, on se pose des questions, point de vue réglementation, point de vue droit d'auteur.
on essaie de réfléchir à un peu plus long terme. Mais c'est vrai qu'on est encore dans un entre-deux où on se dit qu'il faut y aller à fond parce qu'il y a des gains potentiels, mais il y a beaucoup de contreparties qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Il y a une solution, enfin il y a plusieurs solutions à ça. Bah, déjà c'est la recherche. Il y a plein de réponses qui vont être apportées par la recherche. Et pas sur de la recherche de long terme. Les nouveaux modèles d'IA, il y en a tous les 6 mois en fait. Et tous les 6 mois, on voit que les coûts par prompt, par token baissent. Ça va baisser encore. Donc la recherche est évidemment une solution. Et après, il y a tout ce dont on parlait, là, je ne vais pas y revenir, sur la culturation, etc. Frédéric ? Oui, non, moi j'avais juste peut-être un commentaire en forme de plaidoyer, mais c'est vrai que si ce champ-là est plein d'injonctions contradictoires et peut-être un peu vaste, peut-être qu'une des solutions, ce serait effectivement de se spécialiser sur un certain nombre d'angles d'approche compétitifs pour l'intelligence artificielle. Et mon plaidoyer, ce serait de mettre au moins une bonne partie de notre énergie sur l'intelligence artificielle en santé, parce que là, je crois qu'on a vraiment une opportunité d'être leader dans le monde. Et si on pouvait faire ça, déjà, ce serait pas mal, quoi. Peut-être un petit mot. Donc, avec Vincent, on est tous les deux sur Saclay. Il y a le Paris-Saclay Cancer Cluster, où nous, en tant que cluster IA, on participe vraiment sur les deux. Il y a un effort considérable. L'Institut Data IA, un des membres fondateurs, c'est l'Institut Gustave Roussy. Donc, il y a quand même énormément de choses qui se font en santé. Je pense c'est un sujet peut-être plus dur que les autres, parce que la donnée, justement, il y a des vrais sujets par rapport à la donnée, à la complexité de la donnée. Selon les applications, on peut parler de données très hétérogènes, allant de données patients à de la donnée scientifique, un mélange de un peu de tout. Donc c'est des sujets qui sont compliqués, mais à mon avis d'autant plus intéressants pour la recherche. C'est pour ça que les deux clusters, il y a quand même un fort tropisme dans le domaine de la santé. Tu parlais de Gustave Roussy. Justement, il me semble qu'il y a eu pas mal d'expérimentations là-bas, notamment le fait de travailler avec les données directement chez eux, c'est-à-dire que d'arriver avec l'outil et pas avoir cette crainte de céder de la donnée, pas savoir où elle va se retrouver. Ouais, alors ça dans les labos académiques, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a de l'expertise en termes de recherche. Donc les gens sont vraiment des chercheurs en IA. Par contre, on n'importe pas la donnée. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas en capacité d'offrir suffisamment de garanties de sécurité pour la donnée. Et la deuxième, c'est pour avoir une interaction permanente avec les professionnels chez eux. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire une détection de cancer ultra précise. Par contre, il faut que ça soit utilisé, il faut que ça soit adopté. Il faut garder justement le médecin à côté. Donc, il y a vraiment ces deux raisons principales. Et je pense que ça fait avancer très, très vite. Pour reprendre, ouais, vas-y Vincent. Pour répondre sur le focus santé, je pense que c'est évidemment super important et la France a une carte à jouer. Après, le sujet, c'est qu'il y a nécessairement derrière si on veut que ça marche comme ça, il faut qu'il y ait une pression politique en fait. Donc il faut que clairement ça vienne d'en haut et que d'en haut on puisse dire ok, on met le focus sur la santé. Attends, j'ai pas fini. Il se prédispose. Par contre, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des gros corpos français sur le sujet. On est quand même en France dans un système où on attend énormément de l'État. Je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité sur des gros acteurs et des gros corporates. Alors c'est vrai pour la santé, mais c'est surtout vrai pour plein d'autres verticales. Quand je vois typiquement, toute petite digression, en Allemagne, au moment où Mistral lève en France 100 millions d'euros, en Allemagne on a Aleph Alpha qui lève pareil. Aleph Alpha va lever sur des capitaux 100% allemands, avec des éditeurs de logiciels, avec des corpos allemands, Bosch, Lidl, etc., qui émettent au pot. En France, on a encore un petit peu de mal à mobiliser les gros corpos pour investir dans notre économie. Et je pense que sur la santé, on va avoir besoin aussi d'aide parce que les poches de l'État ne sont pas sans fond, particulièrement en ce moment. Si on veut accélérer, c'est des choses qui coûtent cher. Donc si on veut accélérer, il faut aussi qu'il y ait une prise de participation de l'État. Parenthèse, parce que la perche est lancée. Juste sur Mistral, tu disais que voilà, tu prends le comparatif allemand en disant, et j'arrive après, tu dis voilà, justement que c'est un investissement allemand. Mistral, il y a eu un accord à un moment donné qui a été fait avec Microsoft. C'est quoi justement les termes de cet accord-là et qui a été critiqué aussi en disant finalement est-ce qu'il est si français que ça puisqu'il pactise entre guillemets avec Microsoft. Ouais, alors effectivement ils ont fait un deal avec Microsoft, tout comme ils l'ont fait avec AWS et avec d'autres cloud providers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se mettre à la place de Mistral, c'est qu'ils ont besoin d'un cloud provider pour exister. Donc s'il y en avait eu, et d'ailleurs ils ont aussi avec Scaleway et OVH des deals en cours. Ensuite, sur le montant du deal avec Microsoft, il faut quand même se rendre compte que c'est marginal par rapport à la valorisation de Mistral. On parle de 10 millions d'euros sur plusieurs milliards.
Ok. Non, mais c'est juste pour dire que comme ça a été médiatiquement, on en a parlé. Pierre-Alain, t'étais pas d'accord? Alors, je suis d'accord sur une chose, c'est qu'il faut, à un moment, il faut faire un choix politique et de parier sur l'IA en santé. Je milite là-dessus aussi, avec aussi d'investissements en quantique et en 6G, parce que je pense que ça pourra nous servir à un moment, mais pas saupoudrer sur tout ce qu'on peut faire en IA. Ça viendra pas d'en haut. Ça viendra de nous, en fait. Il faut qu'on s'organise. Et je te dis ça, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai été député pendant 5 ans. Ça viendra pas d'en haut. Parce que les élus n'ont pas non plus été formés à l'IA qui nous représentent. Donc forcément, les choix qui sont faits ne sont pas forcément les choix les plus éclairés. Il y avait Cédric Villani qui a levé la main à un moment. On était à côté, mais on était 3-4 dans l'Assemblée à parler de ces sujets-là, mais 3-4 sur les 800 parlementaires, Sénat compris. Bon, ouais, ça fait un petit échantillon qui n'est pas forcément représentatif. Donc ça vient de nous. Il faut qu'on milite, qu'on s'organise pour passer ces messages-là, parce que il y a plusieurs années, les politiques étaient des leaders, maintenant c'est un peu plus follower. Donc il faut qu'on s'organise là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a monté d'ailleurs la French Tech Corporate Community, pour que les grands groupes s'organisent. Et d'ailleurs, je fais un appel aussi, on a très peu de représentants du secteur de la santé au sein de la French Tech Corporate Community. Donc si vous voulez venir jouer avec nous sur les sujets data, IA, numérique et plus et compagnie, vous m'écrivez sur LinkedIn et puis on va jouer tous ensemble. Mais c'est pour ça que j'étais juste pas d'accord sur le point de il faut attendre du politique sur le sujet. Ça rejoint, enfin ça reboucle avec ce que je disais sur la prise de conscience des corpos. Mais il faudra qu'on en reparle. Avec plaisir. Bon, on est on là va jusqu'à. pas faire un débat On maintenant. va pas vous embêter. Non. Mais mais les questions de dire d'où peuvent venir justement l'impulsion, est-ce que ça vient du politique, qu'est-ce qu'il faut attendre du politique, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut attendre du citoyen, ça concerne tout le monde. Oui. Ouais, non, juste d'ajouter que moi je pense que ça doit venir de partout. Je pense que ça va très très vite. Il y a au moins un cluster chaque semaine à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je veux dire, moi j'y vais toutes les semaines au moins. Donc, je veux dire, de la formation, l'évolution, la prise de conscience, y compris dans les élus, ça arrive pas assez rapidement, ça je suis d'accord. Et donc pour le moment, il ne peut pas y avoir une impulsion unique, mais c'est en train d'arriver. Et je pense qu'il faut qu'il y ait de l'impulsion de partout. Pour le coup, c'est essentiel. Par contre, je reviens juste sur cette question, à mon avis, assez intéressante de dire la stratégie justement française de l'intelligence artificielle entre le saupoudrage, qui peut être compliqué, c'est-à-dire qu'on met des petits milliards, puis en plus on sait très bien que c'est une industrie, si on met 10 millions, ça sert à rien, quoi. Donc il faut y aller massivement, mais des petits milliards partout, alors on insiste vraiment là où on est fort, ok. Donc là, pourquoi pas la santé. Maintenant, moi, il s'avère que la semaine dernière, j'étais au Paris Défense Forum à l'Académie militaire à Paris, et tous disaient qu'il faut investir sur le militaire. Donc je pense que chaque secteur se dit central, crucial, et demande aussi à ce que les investissements majoritaires soient faits chez eux. Donc ça pose aussi la question, oui, si on met tout sur la santé, et puis si on va du côté de l'éducation nationale, ils vont nous dire que c'est bien aussi de développer des outils. Donc c'est pas évident. Tu voulais non. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, ça revient sur le débat qu'on avait juste avant. C'est pour ça qu'il doit y avoir une pression de l'État. On a eu un plan France 2030 où l'État a mis 50 milliards sur la table sur à la fois un volet ce qu'on appelle structurel, donc pour financer la recherche un peu de façon, on va pas dire saupoudrage, mais en tout cas générique, on va dire plutôt, et un volet dirigé où là on devait financer des stratégies particulières. Et à la toute base de France 2030, des stratégies d'accélération, il n'y en avait pas 50. Il y avait 5-6 stratégies. Donc il y avait l'IA, il y avait le quantique, il y avait la santé, et il y en avait quelques. Et c'est vrai que quand on fait en France, mais en Europe, mais même dans le monde, je pense, de la priorisation comme ça, on a plein de mains qui vont se lever pour dire « ouais, mais moi aussi je suis important ». Et l'État, là-dessus, a du mal à se positionner et va lancer. Et on se retrouve à la fin avec une stratégie, avec 20 stratégies d'accélération, où au final, du coup, on ne fait plus de priorisation. Alors peut-être que la priorisation, elle viendra des enjeux environnementaux dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura pas de ressources suffisantes de toute façon pour essayer d'allouer autant d'investissements, de capacités, et qu'il va falloir faire des choix entre sans doute peut-être le régalien, le nécessaire, la santé, enfin des choses de l'ordre du vital finalement. Donc c'est là où la santé peut s'être. On le voit un peu avec la défense en ce moment. Enfin, c'est un peu le même sujet, quoi. Charles ? On peut aussi le voir sur les clouds. Sur les clouds, typiquement sur Google par exemple, ou même sur Azure, je crois, on a des solutions avec faible consommation de carbone, si on veut. On peut sélectionner des serveurs de ce type-là pour dire, moi je veux participer à l'écologie. Donc on a des solutions qui sont là, qui sont apparentes sur du cloud. C'est quand même déjà assez bizarre. C'est-à-dire quand ils se rendent compte eux aussi que les entreprises veulent se tourner vers certaines fois ce genre de solutions. Et donc ils les proposent maintenant. Alors, Frédéric, à un moment donné, tu avais parlé justement du Covid, qui a été un moment assez crucial pour démontrer l'efficacité de l'IA prédictive, c'est-à-dire se dire là où il va y avoir la vague.
le Covid donc, a eu énormément d'impact, énormément de conséquences, mais aussi un avantage quand même, c'est de mettre tous dans une situation d'urgence et de nous d'obliger l'écosystème à travailler ensemble. Sur l'IA, ça a été développé, je crois, même pour arriver à trouver des molécules, des médicaments. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont, au-delà du prédictif, quelles ont été justement les vertus de cette pandémie et du Covid, et comment peut-être on peut s'en inspirer pour imaginer demain? Alors, déjà, il y a eu un formidable élan collaboratif entre le monde universitaire et l'industrie. Donc ça, c'était pour la première fois, je crois que même plusieurs labos concurrents travaillaient ensemble pour essayer de trouver les protéines de membrane du virus dès le mois de janvier, quand ça avait été découvert en Chine, avant même qu'on fasse le premier confinement. Et des chercheurs académiques qui travaillaient aussi dessus. Tout le monde, en fait, travaillait en open source et on se partageait les données. Et en plus, on a mis dessus des algorithmes pour, comme je le disais tout à l'heure, sélectionner certaines molécules d'ailleurs, parce qu'on cherchait aussi des molécules d'intérêt. Donc une fois qu'on avait séquencé le virus, on pouvait sélectionner un certain nombre de produits qui existaient déjà pour savoir si ça allait marcher ou pas dans le traitement du virus, et orienter la recherche vers des médicaments qui étaient à disponibilité orale. Donc on est passé de 3000 millions de possibles traitements à 600. En l'espace de quelques semaines, quoi, finalement, dans la sélection. Et puis, on a permis d'ouvrir des centres en prédisant finalement l'arrivée des vagues. Ça a permis quand même d'enrôler en 4 mois 46 000 patients dans 150 centres, 6 pays. Alors que sinon, ça aurait pris une année au minimum. Et encore, on aurait ouvert des centres probablement dans des endroits où il ne fallait pas. Donc, je pense que la leçon à tirer de tout ça, c'est surtout que quand on a des données de qualité et qu'on ouvre la donnée et qu'on travaille ensemble dans un même but, à condition évidemment que le but commun soit vraiment bien identifié, et là c'était le cas, on arrive à vraiment avancer très vite pour le bien de tous, quoi. Donc ça, c'est vrai que si on peut arriver dans un mode un peu plus cadré, un peu plus concurrentiel, à arriver quand même à avoir des collaborations, et notamment des collaborations publiques-privées, à les renforcer, je pense que ça nous fera accélérer énormément. Frédéric, j'imagine que ça partage le constat sur le rapprochement public-privé aussi. Ouais, tout à fait. En intelligence artificielle, c'est quand même un domaine où on a parlé de données, on a parlé de compétences. Donc il y a vraiment cette idée, les données, la plupart des données, souvent assez intéressantes, sont dans les entreprises. Et les traitements ou l'innovation est beaucoup dans les laboratoires, donc il y a des rapprochements. Le fait que tout le monde se mobilise, alors moi, le Covid m'a amusé de ce point de vue-là, puisque Dataia, les 2 premiers partenaires qui nous ont sollicités pour travailler ensemble, c'est Sanofi et Servier. De prime abord, quand ils sont arrivés, je me suis dit, mais on va jamais réussir. Et en fait, non. Donc, la collaboration, dès lors que ça fait avancer, je pense que c'est une bonne chose. Et peut-être une petite note positive, grâce au président des États-Unis et à son vice-président, mais peut-être le deuxième, il y a une accélération considérable, notamment en Europe, notamment sur le fait de collaborer, notamment sur le fait de se rapprocher sur la souveraineté. Tu as mentionné la défense, ce sont des sujets. Et cette accélération, d'un certain point de vue, on peut remercier quelques personnes. Tu veux dire en termes de résistance, de RIP, c'est-à-dire de se dire il y a une menace potentiellement, donc il faut commencer à se regrouper. De réaction, oui. Ouais, sur cette histoire avec les États-Unis, il y a aussi, je pense, un énorme coup à jouer. Alors là, c'est au niveau de la recherche en général, mais pas que, d'attractivité de talent. Tout à l'heure, on parlait de biais, de représentativité, etc. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand même, en ce moment, c'est un petit sujet. Dès qu'on commence à citer certains noms dans les papiers de recherche qui concernent le genre ou ce genre de choses, on se fait un peu retoquer, et avoir des financements, c'est un peu compliqué. Et d'un point de vue recherche, c'est assez catastrophique. Et même dans le paradigme de l'IA, ça l'est aussi, parce qu'on va avoir besoin d'IA qui ne traite pas que d'un sujet, à savoir l'homme blanc de 40 ans qui vit aux États-Unis, parce que c'est un peu ça le sujet de demain. Et donc il y a un réel sujet. Et pourquoi c'est important? C'est qu'on en parlait, je refais une toute petite ellipse par rapport aux talents. C'est que c'est vrai qu'en France, on forme des talents qui sont parmi les meilleurs en IA dans le monde, dans toutes les équipes de toutes les plus grandes entreprises ou laboratoires, il y a des Français. Moi, je pense que c'est pas grave qu'ils partent. Je pense que l'important, c'est de les faire revenir. Quand ils partent là-bas, en fait, ils vont pas refaire leur formation. C'est pas pour rien que toutes les meilleures startups en France sont montées par des gens qui ont fait nos études chez nous, dans les plus grandes écoles ou les plus grandes universités, qui partent là-bas, qui font 2, 3, 4, 5 ans aux États-Unis dans les meilleurs laboratoires, et ils reviennent et ils cartonnent. Et ben c'est ça qu'il faut réussir à craquer, et du coup en profiter pour en récupérer d'autres avec le contexte politique actuel, au passage. Voilà, c'est ce qu'on appelle un effet de bord qui pourrait être justement positif.
en fonction de la situation. Allez, dans quelques minutes, je vais vous laisser la main si vous avez des questions. J'imagine que vous en avez. Peut-être que cette table ronde a suscité chez vous quelques interrogations. Mais peut-être avant, puisqu'on était sur justement les notes d'espoir, peut-être un dernier tour avec vous pour essayer d'imaginer les défis de demain. Je vais essayer de récapituler ce qu'on s'est dit d'important, plus de collaboration, plus de public-privé, une formation tout au long de la vie, arriver effectivement à faire des choix raisonnés, soit raisonnés stratégiquement en investissement fort sur un secteur, ou alors des choix raisonnés par rapport aux ressources qu'il nous reste et aux ressources disponibles. Quels seraient encore les autres leviers, les autres actions, chacun dans votre secteur, sur lesquels on devrait insister pour arriver à faire en sorte que ces défis soient remportés? Parce que tu l'as dit, Vincent, on a perdu et puis vous l'avez tous dit finalement à votre manière, qu'on avait perdu quelques batailles précédemment dans la grande histoire des technologies, qu'on a réagi assez tardivement sur le Web 2 et les réseaux sociaux par exemple, qu'on est passé à côté d'acteurs. L'IA, on semble être à peu près dans le timing. Il y a même des textes européens qui ont été lancés avec l'IA Act, alors que d'habitude il faut plusieurs années pour que les textes arrivent. Donc on est moins en retard que d'habitude. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vers où on doit aller? Quels sont les quelques axes que vous pourriez encore formuler pour clore cette table ronde qui n'ont pas été jusqu'ici? Je laisse qui veut prendre la parole en premier. Vas-y Frédéric. Alors, peut-être dire, contrairement à la fracture numérique, ça a été... on peut sembler genre des experts en IA. Alors, il se trouve qu'on a fait de l'IA, qu'on a développé des modèles, enfin beaucoup de gens ici, donc c'est des experts, mais on est confronté au même problème que tout le monde dans l'utilisation et dans l'adoption. Il faut voir qu'à l'université, les étudiants, ils utilisent de l'IA. Et qu'un cours qui n'est pas bien travaillé, qui énonce un peu des textes et tout ça, l'étudiant il s'en fout puisqu'il l'a déjà vu. Donc il y a une remise en question à peu près partout, y compris dans les enseignements de pointe, y compris dans les labos de recherche. Donc je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'on doit adopter l'IA et l'adopter correctement. C'est peut-être une opportunité de remettre les vraies valeurs de la démocratie au centre, et notamment l'esprit critique, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est la remise en question, et une avancée globale pour la société. Donc défendre effectivement, on va dire, ce qu'on a appelé en Europe les humanités numériques, ou un numérique humaniste, les valeurs donc françaises et européennes, qui pourraient être des avantages comparatifs finalement pour arriver à générer de l'attractivité. Vincent. Ouais, mais ça rejoint ce que tu disais. Moi, je pense que le vrai sujet qu'on a en France, c'est l'adoption. On a absolument besoin de... Il y avait une étude récente, alors maintenant elle date un peu, il faudrait refaire l'étude. Il y avait, je crois, quelque chose de l'ordre de 60% des patrons de PME ETI qui n'envisageaient pas, à court ou moyen terme, d'utiliser des solutions d'IA. Ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup sur une techno qui est quand même ultra disruptive. Donc du coup, je pense qu'il y a clairement une stratégie à mettre en place. Alors est-ce que ça va venir de l'État, est-ce que ça va venir de BPI France, est-ce que ça va venir de n'importe quel acteur qui doit être capable en fait d'accompagner. Donc on a déjà des programmes côté BPI France pour accompagner avec IA Booster notamment la diffusion de solutions d'IA, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'en fait il y a énormément de personnes qui veulent ou qui voudraient déployer de l'IA mais ne savent pas par où s'y prendre. Et je pense qu'on a un réel enjeu de structuration de cette demande en fait. Qui doit le prendre par contre, qui doit s'en charger, ça voilà. C'est une autre histoire. Je laisse la question ouverte. Charles, tu veux peut-être aussi nous donner ton avis? Alors je sais que j'étais assez pessimiste sur le côté LLM, etc. Mais si je devais... des larges modèles de langage, ouais. Oui, parce qu'en fait, en gros, comme je dis, il faut rester quand même très très prudent avec ça. Il faut l'utiliser, c'est très important pour rester compétitif. Donc moi je dirais apprendre, comprendre, rester maître de ses données et aussi de son expertise. Et d'ailleurs, aussi faire attention à son environnement et donc notamment à l'écologie, parce que forcément, si on regarde l'heure sur ton téléphone avec ChatGPT, ça ne sert pas à grand chose. Encore on a de la chance, on a des petits modèles des fois qui sont déployés directement donc, pour faire ça. Et donc oui, ce serait à peu près ça, apprendre, comprendre et puis surtout rester maître de tout ça et accepter d'évoluer avec son temps. Et aussi garder l'humain au centre, c'est très important. Quand tu dis accepter d'évoluer avec son temps, est-ce que tu veux dire entre les lignes qu'il y a une forme de panique aussi morale qui peut s'appliquer autour de l'IA? Oui, ça arrive, il y a des gens avec qui on peut parler qui actuellement vont être très très réfractaires, qui vont avoir très très peur de l'IA, qui vont se dire mince, l'IA fait tout, elle va tout contrôler. Non, c'est l'IA, elle apporte beaucoup de choses. C'est un sujet très important au jour d'aujourd'hui pour pouvoir être compétitif, surtout dans les entreprises. Et il faut juste être capable de maîtriser son environnement, enfin l'environnement de l'IA, et rester maître de ses données aussi. Donc actuellement, avec la France souveraine au niveau de tout ça, avec les clouds, etc., ce serait intéressant. Mais pour le moment, on n'a pas encore ces solutions. Peut-être incessamment sous peu, et je l'espère.
Frédéric. Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et du coup je vais me permettre d'avoir un truc un peu moins général mais un peu plus focus pratico-pratique sur ce qui m'empêche moi de dormir parfois. Et aujourd'hui je pense que l'enjeu majeur qu'on a sur les entrepôts de données de santé qu'on a en France, on a plein d'entrepôts de données santé morcelés partout, c'est l'interopérabilité d'une manière sécurisée, en laissant peut-être les données d'ailleurs là où elles sont, mais en pouvant puiser dedans. Mais ce truc-là, il faut le craquer rapidement, parce qu'on est sur un trésor qu'on sous-exploite complètement, et ça pourrait permettre d'entraîner l'intelligence artificielle demain, quoi, même aujourd'hui. Et on n'y arrive toujours pas. Et ça, vraiment, je trouve que c'est dommage. Donc c'est mon petit sujet en ce moment. Ouais. Donc, interopérabilité, c'est un mot qui peut faire peur, hein, parce que c'est un mot déjà compliqué à prononcer, interopérabilité, ça va, on s'en sort. Donc vous avez bien compris l'idée, hein, c'est la transmission, la circulation des données, qu'elles soient conformes avec un standard pour pouvoir justement les appliquer d'un secteur à l'autre. Et c'est aussi un sujet très important, vous l'avez vu en ce moment sur les réseaux sociaux, et ça fait partie notamment des législations en place pour que vous puissiez, si vous voulez quitter X, puisqu'on a beaucoup parlé ici des États-Unis, pour aller ailleurs, vous pouvez partir en emportant avec vous votre capital social, non pas à la Bourdieu, mais votre capital social, vos followers, ceux qui vous suivent et tout ce que vous avez pu bâtir en X années sur un réseau social qui est, comme on le sait tous, un espace de visibilité professionnelle. Pierre-Alain. On doit s'organiser, je le répéterai jamais assez, pour forcer ces choix politiques. Et l'IA en santé en fera partie. Ça, c'est le premier sujet. Former tout le monde. En fait, il faut jouer avec. Pas demander l'heure, hein, mais il faut prendre le taureau par les cornes pour voir ce qu'on peut faire avec tous ces nouveaux outils. Moi, il y a 2 exemples qui m'ont marqué en France. Hein. Arcachon, je crois que c'est le maire d'Arcachon qui a offert une licence ChatGPT à toute sa population pour qu'ils puissent commencer à s'acculturer. Et dans le même temps, il y avait une grande école parisienne de sciences politiques, dont je ne citerai pas le nom, qui l'a interdit de fait en disant « Oh là là, je ne sais pas trop ce que c'est ». Et c'est ces écoles qui forment nos élites, dont j'en ai fait partie, donc c'est pas grave. Mais 2 réactions différentes parce que ça déplaçait la zone de pouvoir. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment forcer, on joue avec. Et comme le disait une grande chercheuse, parce qu'on n'a pas assez cité de femmes ce matin, et je m'en excuse, en intelligence artificielle qui s'appelle Fei Fei Li, elle disait que les IA sont précises, rapides, mais stupides. Et comparé à elles, les humains sont négligents, lents, mais tellement brillants qu'il faut travailler cette complémentarité pour pouvoir construire notre futur ensemble. Un futur souhaitable, en tout cas. Merci Pierre-Alain. On va justement prendre vos questions. J'espère que vous en avez. Moi, je retiens aussi quelque chose, et puis ça va me permettre de faire un peu de publicité au passage, c'est la question de la culturation, c'est-à-dire comprendre les enjeux du numérique, arriver à faire en sorte que ces contenus soient les plus compréhensibles, qu'il y ait un enjeu de vulgarisation. Donc je vous encourage à podcaster sur France Culture, Un Monde Connecté, un podcast que je fais tous les matins, mais qui permet, au-delà de la blague, d'arriver justement à rendre ces sujets, ces enjeux accessibles. Parce que je pense que ça part de là, les fantasmes, les mythes, bien comprendre de quoi on parle, ça passe évidemment par savoir identifier quels sont les enjeux, les tendances. Voilà, la page de publicité est terminée. Et donc maintenant, pour les dernières minutes qui nous restent, vos questions. Alors, je ne sais pas si on a des... Allez, si, on a des micros. Ah, il y a des micros. Oh là là, ça circule. Allez-y. Bonjour, merci pour vos interventions, c'était très intéressant. Donc moi, je ne suis pas encore montée dans le train de l'IA. Comment je fais pour monter dans ce train? On nous dit de nous former, mais comment on se forme? En formation continue, vous n'avez pas des universités, mais quand on est dans l'emploi, on ne retourne pas forcément à l'université. Comment on fait? On va répondre à votre question. Juste, pouvez nous dire dans quel secteur vous êtes Je travaille dans l'industrie pharmaceutique, Ok. Au développement pharmaceutique. D'accord. Voilà la question. Alors, il y a des services de dans les universités, ou en tout cas les écoles qui sont assez performantes, ont des services dédiés de formation continue sur à peu près tout. Ça peut être des formations offertes sur l'acculturation. Qu'est-ce que c'est ces modèles de langage? Qu'est-ce que c'est du prompting? Donc, il y a pas mal d'offres comme ça. Et ça peut se faire au niveau de l'entreprise. Quelques exemples, on a formé dernièrement 400 notaires à Paris, donc ils ne sont pas experts d'IA pour le coup. C'était une demande de la Chambre des notaires. Donc ça, on peut répondre à peu près à tous les sujets, et même non experts, c'est-à-dire les services de ressources humaines, les services financiers, les services des SI. Oui. Donc voilà, là, c'est un centre de formation continue. Il y en a au moins 2 représentés ici. C'est des formations de qualité qui s'adaptent surtout à la demande. Ce qu'on fait, c'est à la demande. En fait, on vient de sortir Prompter mieux avant-hier comme formation. Voilà, donc toutes les coordonnées pourront être transmises. La formation s'appelle Prompter mieux avant-hier ou Prompter mieux. Virgule avant-hier.
Charles. Je vais répondre à titre personnel. Il peut y avoir les enfants, déjà. Les enfants, ça peut être une sacrée source d'information. C'est-à-dire que les enfants, eux, forcément, vont prendre le train en marche si vous en avez. Il faut s'intéresser un petit peu à ce qu'ils font, un petit peu regarder ça. On peut avoir aussi, comme l'a dit tout à l'heure François, son émission, son podcast que j'ai écouté hier soir, qui était très intéressant d'ailleurs au passage. Voilà, petite publicité. Et pour vous dire, il y a aussi les formations qu'on peut avoir en entreprise, qu'on peut demander. C'est tout à fait possible de demander en entreprise d'être formé sur ce genre d'outils. Et sinon, il y a aussi YouTube, il y a Dailymotion pour ceux qui connaissent encore. Il y a plein d'outils différents qui sont présents sur Internet. Le tout, c'est juste de chercher. Et très important avec les IA, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on le disait, on parle de prompt depuis le début. Donc on peut demander à l'IA quelque chose. Il faut savoir que de base, elle est généraliste. Et en faisant un peu plus spécialisé, on peut lui dire voilà, aujourd'hui je te spécialise en tant que professeur, je ne sais pas, pour m'apprendre comment utiliser de nouvelles technologies. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me tenir au courant des actualités 2025 ? Attention, il faut bien sûr regarder différentes IA parce qu'on va avoir différentes réponses. Et d'ailleurs, après, voilà, moi pour ma veille technique, moi ce que je fais, c'est que j'ai des sites un peu plus spécialisés forcément par rapport à mes besoins. Mais dès qu'il y a une innovation, par exemple ChatGPT, on en a entendu parler partout. Donc automatiquement, même si c'est 1, 2, 3 mois plus tard, on en entendra parler. Ça arrivera. Par contre, si on veut aller plus loin dans le sujet, il va falloir faire des efforts de la recherche. On va essayer de prendre d'autres questions juste plus là. Donc voilà, tout ça pour dire, madame, pour la réponse, les formations existent finalement. Après, je pense que c'est juste dans les cadres de l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour pouvoir y avoir accès. Il y a une question là-bas de monsieur. Merci. Bonjour, Thierry Berton de Rythme. J'interviens aussi pour rebondir sur la question qui a été posée. Nous venons de lancer une offre qui s'appelle Efficience, qui est une offre de formation et d'accompagnement autour de l'IA. Et je pense qu'aujourd'hui, Pierre-Alain a soulevé un sujet qui est crucial, c'est l'IA et l'humain. Oui, il faut fédérer. Aujourd'hui, il y a une opposition de vision entre les patrons et les employés. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut militer tous ensemble. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut. Il faut militer tous ensemble pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait des projets de société autour de l'IA. Parce que la personne qui est à l'accueil et la personne qui fait la recherche, tous les deux font de l'IA. Il ne faut pas se leurrer, dans vos entreprises, tout le monde touche à l'IA. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu. Et aujourd'hui, nous, c'est un peu le combat qu'on mène. C'est de dire aux chefs d'entreprise, OK, vous n'êtes pas intéressés, mais mettez en place un programme autour de l'IA. Pour tout le monde, pas juste pour optimiser la finance, optimiser la recherche, le marketing, etc. Et donc nous, on s'est spécialisé dans le monde de la recherche et de l'intégration dans les laboratoires, justement pour faire en sorte que tout le monde soit embarqué. Et je pense que ça, c'est crucial, et je pense que c'est un combat, on pourra en reparler, Pierre-Alain, mais sur lequel on est très très attaché. Donc il y a des formations, et en ce moment, il y a des demandes de partout. Voilà, donc c'est un public où les questions partent de la droite et les réponses viennent de la gauche. Voilà, donc ça me rappelle quelque chose. Ouais, ouais, c'est ton expérience de député, c'est ça Tu voulais quand même dire quelque chose? Non, mais déjà merci pour la proposition. Donc c'est vivant, ça sert à ça aussi l'humain. Donc bravo pour cette initiative, on en parlera. Pour vous dire aussi qu'il y avait la première étape de sensibilisation aussi, madame. Il y a des MOOC qui sont aussi financés par l'Union européenne, notamment l'Institut Montaigne, par exemple. Vous pouvez commencer à sensibiliser le plus grand nombre là-dessus. Et une fois que vous avez trouvé justement le bon chemin, c'est là où il faut aller se spécialiser. Et là, on rentre dans un cadre de formation continue. Donc il faut bien penser à ces deux étapes, puis y aller tranquillou, et puis on y arrive bien. Allez, on va aller tranquillou vers la prochaine question, qui est ici. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Alors moi, je m'appelle Véronique Bougeant, je suis enseignante en BTS Biotechnologie, Recherche et Production. Donc moi, j'ai une toute autre question. L'IA arrive dès le mois de septembre sur les espaces de travail de nos élèves et de nos étudiants, collégiens, lycéens, étudiants. Ils n'ont pas du tout de formation. Donc comment leur montrer qu'il faut utiliser l'IA comme un outil et pas l'utiliser n'importe comment? Voilà, avec cet outil extrêmement puissant qui arrive dans l'éducation nationale sans aucun contrôle pour l'instant en tout cas. Voilà. Alors, je vais tenter une réponse. Effectivement, ça va très très vite. Les gens ne sont pas formés. Il y a très peu d'IA dans les inspects en ce moment. On y travaille. Je pense qu'une approche, effectivement, c'est aussi de travailler avec les élèves. C'est-à-dire que ça change la position de l'enseignante ou de l'enseignant. C'est un autre rapport. On peut apprendre avec les élèves. C'est pas grave, c'est même assez bien. Je pense qu'il faut se tromper. L'apprentissage, c'est aussi ça, c'est de se tromper. Et c'est une vraie chance d'expérimentation parce que
je peux faire une réponse. Oui, la formation des formateurs, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de mettre en place à peu près partout, sur tout le pays. Enfin, c'est pas vrai. Donc non, il faut le faire. Et je pense que ce que disait Pierre-Alain, c'est qu'il faut l'utiliser et surtout avec des élèves. Même petits. Enfin, je pense que les algorithmes sont enseignés en maternelle. Donc je pense qu'on peut apprendre des choses. C'est une opportunité, voilà. Moi, je le verrai comme ça, et ça va se mettre en place. Et ce qui va être déployé en septembre, ça sera peut-être pas la version finale, ça sera peut-être pas forcément hyper bien. Enfin, je veux pas, mais ça a le mérite d'être là. C'est-à-dire qu'on a pris un peu de retard en France, mais là, ça s'accélère à mort. Hein. C'est intéressant, ça, parce que quand même, je retiens dans les réponses, il y a utiliser vos enfants si vous en avez, utiliser vos élèves si vous en avez. Donc effectivement, on est rentrer dans une économie de survie. Voilà, on utilise effectivement ce qu'on a sous la main. Non, mais plus sérieusement, je reprends justement ce que tu disais sur Arcachon, et c'est un peu la critique qu'on a fait à Arcachon, qui avait donc offert ChatGPT pendant 1 an, l'abonnement payant, hein, j'entends, à sa population, sauf qu'ils l'ont offert sans accompagnement. Donc en fait, moi je m'étais amusé à faire, j'en ai fait une chronique d'ailleurs sur Un Monde Connecté, vous savez, le podcast qui est sur France Culture, sur cette question-là, parce qu'en fait, au sein même du site, ChatGPT était utilisé pour essayer de lutter contre la fracture numérique des personnes âgées. Mais c'était ridicule. C'est-à-dire que les personnes âgées, elles galèrent sur un tableau Excel, elles galèrent tout simplement pour remplir trois papiers ou pour faire un PDF. Et là, on dit utiliser ChatGPT. C'est ridicule. Donc, on revient à peu près à ce que vous dites là autrement. C'est-à-dire que les outils, c'est bien, mais il faut arriver à avoir de la formation. Merci pour ce discours qui n'est pas un discours de langue de bois en disant que voilà, la formation, elle peine à arriver, elle n'est pas forcément tout de suite efficace. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et donc là, on en revient encore une fois à la prise en main. Hein. C'est-à-dire la prise en main, alors enfants, étudiants, tutos ou autres, mais d'arriver à s'intéresser à ces enjeux-là, parce que si on a bien compris, le train avance et on n'aura pas toujours quelqu'un pour nous donner la direction, pour savoir où est-ce qu'il faut monter dedans, même si c'est ce qu'il faudrait faire, évidemment. Allez, oui, madame. On va vous offrir, on va vous prêter, parce qu'offrir, je pense que ça serait une promesse que je ne pourrais pas tenir. On va vous prêter un micro. Oui, bonjour. Je m'appelle Gia. Giamit, je travaille chez Philippe Morris International et que je travaille en Suisse. Donc, dans ma société, en fait, depuis 1 an et demi, on a déployé Copilot, dont tout le monde utilise dans le travail quotidien. C'est vraiment, je pense que c'est indispensable. Et par contre, mes collègues, on utilise AI surtout pour simplifier les tâches administratives, pour être honnête. Donc, demander à AI de faire des résumés des mails pendant mes vacances, des choses comme ça, ou faire des slides. Par contre, moi, comme je travaille dans le milieu recherche et développement, j'ai quand même trouvé que AI n'est pas beaucoup utilisé dans les labos ou dans les recherches et développement. En vous écoutant, je me suis dit, est-ce que la raison, c'est parce que comme AI, c'est quand même basé sur les données, quand on développe des nouveaux produits, comme c'est quelque chose qui n'a jamais existé, donc il y a relativement peu de données qu'on peut analyser, est-ce que c'est la raison dans ma société que recherche et développement, on utilise moins AI? Et je voudrais aussi savoir si dans d'autres industries, est-ce que c'est le même cas et comment on peut utiliser AI plus, on va dire, efficacement dans le milieu recherche et développement. Oui, au-delà de juste écris-moi une recette de cuisine rapidement ou comment éviter qu'un Larsen puisse intervenir en fin de conférence. Charles. Bah écoute, ça concerne complètement le sujet là, que j'ai présenté tout à l'heure avec l'amiante. Typiquement, les modèles de LLM dont on parle c'est de l'IA, oui, mais c'est qu'une partie de l'IA. C'est-à-dire que là, par exemple, pour ce modèle ici, je ne peux pas m'amuser à dire à ChatGPT, vas-y, prends mon image et puis donne-moi le résultat. Je suis obligé de développer, de créer un modèle. Et pour créer ce modèle, je suis obligé de récupérer, donc, comme vous l'avez dit, des données. Ces données, je dois les traiter, avoir quelqu'un qui est tout simplement à la compétence métier, qui doit ensuite labelliser les choses, les préparer. Et une fois que j'ai fait tout ça, il faut que j'entraîne mon modèle, que je le prépare. Et là, actuellement, ce qu'on a vu ici, c'était un POC, donc un Proof of Concept. Ici, on n'est même pas rendu au MVP. Donc, automatiquement, on peut avoir des résultats qui sont bons ou plus ou moins décevants sur la durée. Et le problème, c'est que c'est un investissement assez lourd. Donc, c'est très très lourd pour l'entreprise. Il faut savoir que on a une ressource complète qui va être monopolisée pendant 3, 4, 5 mois pour faire juste un Proof of Concept, par exemple, ici. Et après, à côté, il faut quand même qu'au bout d'un moment, on sorte le produit. Et ça, c'est aussi un gros enjeu. Donc, pour les laboratoires, on a beaucoup de données. Comme tout à l'heure, c'était souligné par Frédéric. Oui, exactement, voilà, qui va prendre la suite. Parce que j'arrivais pas à lire, c'est pour ça. Mais donc, on a beaucoup de données. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut après savoir quoi en faire,
comment les traiter, les préparer, parce que 70 à 80% des résultats du modèle dépendent de ce qu'on va faire en amont avec les données. Si elles sont propres, si elles ont été correctement nettoyées, donc processées, etc. Et donc voilà, et je laisse la parole. Oui, non, je voulais juste dire, dans l'industrie, on a énormément de données, ce qui a été très bien dit par Charles. Et effectivement, on peut utiliser ces données dans la littérature pour comprendre des mécanismes de ce qu'on appelle physiopathologie, c'est les mécanismes de développement de la maladie. Et à ce moment-là, on peut identifier des endroits clés où ça peut faire des cibles de traitement. Et on se dit, si on bloque à cet endroit-là, la maladie va arrêter de se développer, quoi. Donc c'est pour essayer de résumer. Et ça, on peut tester des milliards de voies de signalisation différentes en 48 heures et se dire, tiens, c'est ici, pour cette maladie-là, c'est ici qu'il va falloir cibler parce que je pense que si on bloque ici, ça va tout bloquer. Voilà, donc ça, c'est des applications très courantes, nous, en R&D, en pharma. On peut faire à l'inverse aussi, prendre une banque de données de tous les produits actifs qui existent, des molécules chimiques, biologiques, etc., et les tester sur une cible donnée et se dire, c'est celle-là qui va marcher le mieux, qui va la bloquer, etc., et on peut la réutiliser. Et parfois, c'est des vieux antibiotiques oubliés depuis des années qu'on n'a jamais utilisés. Tout d'un coup, on réalise que ça va marcher très bien dans telle ou telle pathologie. Donc, c'est vraiment à ça aussi que sert l'intelligence artificielle, et on s'en sert, mais tous les jours, hein, nous, dans l'industrie pharma. Mais je pense qu'au départ, tout dépend de la base de données qu'on a. Et s'il n'y a pas énormément de bases de données disponibles, ben, effectivement, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle. Allez, est-ce qu'il y a une toute dernière question? Oui, on va quand même féliciter les gens qui sont restés debout. On va prendre les deux à la suite, comme ça il n'y aura pas de mécontents. Et après on va répondre et c'est là-dessus qu'on va terminer cette table ronde. Allez-y monsieur. Oui, par exemple, pour revenir sur les antibiotiques, on se rend compte qu'en oubliant une boîte de pétri, un champignon tue les bactéries. Mais comment est-ce qu'on travaille la sérendipité avec l'intelligence artificielle? Très bonne question. Sérendipicité qui est presque aussi dure que interopérabilité. Donc sérendipicité, vous savez tout ce que ça veut dire, c'est quand on arrive à un résultat satisfaisant sans le rechercher par les vertus du hasard. Et ça c'est intéressant parce que quand on parle de l'IA, on parle beaucoup de programmation et de prédiction. Or la sérendipicité par nature, on ne peut pas la prédire. On va prendre la question d'à côté puis après on laissera répondre. Allez-y. Ça reprend un peu la question de juste avant, mais si par exemple on est dans une petite PME avec des moyens pas mirobolants, comment on intègre l'intelligence artificielle pour prendre justement le train en route au niveau des laboratoires R&D, etc. Est-ce qu'il y a, au lieu de développer par exemple un modèle précisément pour l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà, des choses un peu plus génériques qu'on peut utiliser dans notre laboratoire? Alors je vous propose de commencer par cette question-là. En gros, l'IA dans les PME, ouais, petites entreprises. Non, alors je vais faire une première partie de la réponse, peut-être que tu compléteras. Il y a pas mal de programmes qui existent. Alors je reprends mon ancienne casquette d'il y a quelques temps, mais à BPI France, il y a un programme qui s'appelle IA Booster, où en fait vous y allez, vous exposez votre problématique et vous allez avoir de l'aide en fait. Alors c'est différents formats. La première partie, il y a différentes phases, avec les premières qui sont gratuites jusqu'au déploiement de la solution qui peut être payant, mais avec une subvention de l'État qui va vous aider. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont surtout vous aider à expliciter votre besoin. Déjà, ils vont faire un audit de votre solution et de ce que vous avez. Et derrière, ils vont vous aider à expliciter ça et à voir comment déployer une solution. Je pense qu'il y a aussi le Hub France IA qui fait ça avec le pack IA en Ile-de-France. Je pense que c'est typiquement ce genre de dispositif sur lesquels on doit miser pour aider à l'adoption. Tu veux compléter, Pierre-Alain? Oui, très rapidement. C'est vrai qu'on a beaucoup évoqué des milliards d'euros de dollars ce matin. On peut commencer très petit. Et le plus important, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à savoir ce que vous voulez faire avec de l'IA. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vendre de l'IA sans que ce soit de l'IA. Ça se trouve, vous n'en avez pas besoin. Donc l'idée, c'est déjà d'ouvrir le capot. On va voir si les données elles sont correctement rangées, tout ça, on va bientôt ranger. Et on va voir s'il est pertinent de mettre des modèles d'IA. Alors ça se trouve, ce sera quelque chose à créer uniquement pour vous dans votre cas, ou on va aller chercher ce qui existe, mais avec quelques milliers d'euros pour commencer. Et après, si vous voulez être très puissant, évidemment, on s'adaptera, c'est pas le sujet. Mais il y a pléthore d'acteurs en France qui pourront vous accompagner sans que ce soit des milliards d'euros, en tout cas. C'était sur cette question ou sur l'autre? Non, plutôt sur l'autre, sur le hasard. Hein. Sur le hasard, on va terminer là-dessus. On va terminer avec un peu de poésie. Parce que finalement, le hasard, c'est une forme de poésie. On ne s'attend pas à quelque chose, ça nous surprend et on arrive à quelque chose de positif. Donc comment on arrive à maintenir cette poésie de l'aléatoire lorsqu'on est sur de l'intelligence artificielle? Alors, poétiquement, l'intelligence artificielle générative sort un résultat aléatoire. Il faut quand même le savoir, ça génère, que ce soit pour du texte, que ce soit pour des images, c'est quelque chose qui est généré de façon aléatoire.
Donc déjà, on n'a pas d'assurance. Et ça génère beaucoup de choses fausses. Et l'erreur est la meilleure façon de trouver par hasard des résultats. En tout cas, c'est montré dans l'histoire. Mais pour peut-être prolonger la question de monsieur, ça veut dire ce que tu nous dis, c'est que finalement, parce que quand on parle d'IA, on parle beaucoup de prédiction. Est-ce qu'il fait vraiment beau matin, c'est la plus grande probabilité qui est matin derrière la question, donc on peut se dire que c'était anticipé, c'était probable, c'était prédictif. Toi, tu nous dis qu'il y a quand même un facteur aléatoire fort dans le résultat de l'IA, et peut-être que ce constat-là peut nous amener encore à avoir des résultats positifs qui sont le heureux hasard. Parce que c'est ça que disait monsieur, c'est en laissant pourrir un médicament, on se rend compte qu'il y a un champignon qui va être la solution. Oui, mais le heureux hasard peut arriver d'une erreur, une malheureuse erreur. Donc c'est ça, et la recherche, ça avance aussi comme ça. Je veux dire, c'est la découverte d'une seconde à l'autre, c'est assez rare pour casser un gros théorème ou un résultat. Il y a quand même un peu de travail derrière, et c'est des succès, échecs qui peuvent aider. Alors effectivement, c'est assez rare la découverte d'une seconde à l'autre. Ce qui est plus fréquent dans une table ronde, c'est le passage d'une séquence à l'autre, d'une seconde. Donc je vais tout de suite appeler celles qui vont présenter la cérémonie. Mais avant, je vais remercier donc Frédéric Lavie pour ses échanges, directeur scientifique, je le rappelle, du LEM, le syndicat des acteurs du médicament. Charles Roy, expert en data science chez Westling France. Vincent Rapp, directeur exécutif d'AI Paris. Frédéric Pascal, directeur de l'Institut Data IA. Et Pierre-Alain Raffan, vice-président de la French Corporate, entre autres, et également directeur des affaires publiques de Claranet. Vous pouvez les applaudir.